un jeu dont elle n'a pas exactement choisi les règles, mais qui est de temps en temps un peu retournable. Bon bah là non, hein, c'est rare, c'est très rare. Mais ça arrive. Et on a bien cru que là, il y avait un truc à jouer, et je pense qu'on l'a pas cru pour rien. Si on regarde le total des voix de gauche, c'est pas aussi terrible que ce qu'on nous annonçait. Si on regarde le score de l'Union Populaire, c'est meilleur, bien meilleur que ce qu'on nous annonçait aussi, et ça j'y croyais plutôt pas mal, au fait que ce serait meilleur. Le problème évidemment c'est que bon, derrière faut battre la Le Pen. À 400 000 voix près, c'est ça ? On est à 400 000 voix près ? Bon, l'ambiance, ça va pas être de taper sur Roussel, taper sur Jadot, taper sur Hidalgo ou je sais pas quoi. On n'aura pas nos hydroliennes sur nos pistes cyclables, ça c'est une chose. Mais est-ce que c'est de la faute de Roussel, d'Hidalgo ou de qui que ce soit ? Bon, on va, de toute façon, nous, à partir de demain, avec Host, on va commencer à rédiger un ouvrez les guillemets, qu'on va diffuser donc du coup lundi prochain. Et ce soir, moi-même, je vais lire des choses avec vous. J'ai passé la journée à écouter des choses pour analyser un petit peu les résultats, comment chacun l'avait pris, qu'est-ce qu'il fallait en retenir. Je trouve que la grille de lecture avec les générations, elle est très très intéressante. Je sais pas si vous avez entendu le nombre de fois où quand je parlais des attentes de la jeunesse, on m'a retourné. Oui, mais vous savez, Usul, il y a quand même des jeunes qui sont chauds pour Éric Zemmour, je sais pas quoi, et là je suis là, c'est moi qui avais raison. Regardez les votes des vieux, voilà, les vieux votent Macron, au milieu c'est Le Pen, et les plus jeunes évidemment ont voté Mélenchon. On fait des efforts, hein, parce que Mélenchon c'est pas 100% la ligne des gens qui ont voté Mélenchon. Donc merci aux camarades qui croient pas trop aux élections, comme voilà les anarchistes évidemment, les révolutionnaires aussi, qui ont daigné apporter un peu de leur force à ce coup de poker, quoi. C'est-à-dire on y va, vas-y, on y va. On arrête de démobiliser tout le monde, et ils ont mis un peu de côté leur méfiance qu'ils avaient pour Jean-Luc Mélenchon notamment, et pour le système de vote en particulier, en général pour certains, pour donner de la force à un projet qui semblait à la fin avoir une vraie dynamique. Qu'il y en avait une, hein. Si on regarde le score des autres, c'est sûr qu'il y avait une vraie dynamique. Et comme a dit le vieux, oui en effet, faisons mieux, c'est pas fini, il faut remettre l'ouvrage, je sais pas quoi là. La cohabitation, alors on me parle des législatives dans le chat, j'ai vu que ça revenait un peu sur internet, ah oui, c'est pas fini à la législative. Bon, alors ça, moi je vous dis, j'y crois moyennement, hein. Moi je crois que ce qui va se passer aux législatives, c'est que comparé, alors ça je l'ai dit depuis quelques mois, comparé à son précédent mandat, cette fois-ci Macron n'aura peut-être pas une majorité de députés marcheurs aussi écrasant. Je sais pas trop comment ça va se passer pour la gauche, mais il est probable qu'LR se ressaisisse, qu'il y ait peut-être un peu plus de députés Rassemblement National, mais qu'en tout cas, la République En Marche soit contrainte de composer avec LR, avec ce qui reste de LR. C'est bon, LR c'est gagné, hein. Ils sont battus, ils sont à plat de couture. Donc on aura sans doute un gouvernement de droite, voilà, avec peut-être Pécresse quelque part, un ministère, peut-être pas Premier ministre, hein. Le bruit avait circulé qu'elle avait été débauchée à un moment, on lui aurait proposé le poste de Premier ministre, elle l'aurait refusé. Nope, Usul, il faut y croire pour les législatives. Moi ce que je crois c'est qu'il faut retourner voter aux législatives. Par contre je connais les chiffres, d'habitude la participation elle chute, et en moyenne chez les jeunes qui sont surmobilisés, ce qui est déjà pas énorme, hein, parce que les jeunes ils se mobilisent de manière assez intermittente, mais sur les législatives en général il y a une baisse de 40% de la participation chez les jeunes entre la présidentielle et la législative, donc les législatives, donc je crois moyennement qu'on puisse réitérer une telle performance. Après, localement, il y a plein d'endroits où on va envoyer des députés, c'est certain. C'est certain, les grandes villes, peut-être même plus que la dernière fois. Donc on aura des députés à l'Assemblée nationale, reste à voir combien. Reste à voir comment vont se dérouler les discussions
avec les autres partis de gauche. Je vais baisser un peu la musique. Reste à voir comment va se comporter aussi la France Insoumise dans ce qui reste, je sais pas, l'Union Populaire, dans la suite des débats. 50-60, ce serait top. Oui, je l'ai baissé un peu, non ? Je l'ai baissé un peu. Et puis bon, on en viendra. Je regardais ce que je vous ai mis de côté aujourd'hui pour ce soir. D'abord, on va parler de la défaite de Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il faut tous qu'on en parle. Quelle classe. Cette fois-ci, il a pas raté son speech de départ. C'est mieux que la dernière fois. Au terme d'une soirée pleine de suspense, le candidat LFI a échoué à quelques centaines de milliers de voix, mais il a consolidé sa première place à gauche. Et j'entendais Julien Drey sur Blast, je crois que c'était Julien Drey, ouais, dire que, mine de rien, il était pas dit que le vieux s'arrête là, maintenant. Merde, comment on fait ? Oui, si tu veux. Non. Ah, je suis perdu dans mon chat, là. Oui, c'est bon. Voilà, je voyais plus le chat. Il est pas dit que le vieux s'arrête tout de suite. Et il va, à mon avis, participer à... Bon, on sait qu'il y a beaucoup de recompositions qui vont avoir lieu. On sait que Emmanuel Macron aimerait bien recomposer une nouvelle grande maison en disant à la droite, c'est bon, je vous ai battu, venez. En disant à ceux du PS qui sont toujours pas convaincus, alors qu'il y en a de nouveaux, comme François Rebsamen ou quelques autres, de leur dire aussi, pareil, venez, arrêtons les simagrées là avec vos vieux partis pourris, venez, on fait cette grande maison encore au-delà de la République en marche. Et puis j'imagine que l'Union Populaire va tenter son truc de son côté avec, je l'espère cette fois-ci, un parti un peu plus démocratique et pas juste un mouvement pour préparer les élections de dans 5 ans. Ça serait pas mal, où puissent exister des tendances en interne, etc. Mais enfin bon, ça je l'ai déjà dit. Quant au PS, figurez-vous qu'il veut reconstituer lui-même un nouveau parti, un pôle qui dépasserait le PS pour agréger toutes sortes de réformistes, de centre-gauche, qui seraient évidemment... pour moi c'est le large score de Jean-Luc Mélenchon par rapport aux autres candidatures de gauche montre que beaucoup des choses qu'on nous avait dites avant étaient fausses. Je pense à ses analyses en particulier, selon lesquelles Jean-Luc Mélenchon serait un repoussoir parce que le communautarisme, parce qu'il n'est pas clair sur la laïcité. On voit bien que ces obsessions, dont je n'ai pas arrêté de dire qu'elles étaient des paniques morales de bourgeois, et qui étaient des obsessions notamment au PS, un petit peu au PCF, un petit peu Europe Écologie Les Verts, un peu moins quand même, mais enfin tout de même. On voit bien que ça, c'est... Non, la gauche est antiraciste, et ça a validé, ce scrutin a aussi validé le fait que une gauche qui renoue aussi avec le combat antiraciste, plutôt que se cabrer sur des trucs réac et tout, permet d'avoir aussi un vote populaire dans les quartiers populaires, etc., sans effrayer les autres. Voilà, les autres n'ont pas été effrayés. Je parle des blancs, hein. Donc cette ligne-là montre qu'elle marche, parce que, non mais il nous expliquait ça en milieu du mandat de Macron, c'était Adrien Matou pour Marianne, qui avait fait tout un bouquin là-dessus, en disant que ça y est, c'était l'indigénisme à la France Insoumise, le wokisme à tous les étages, et que ça ce serait un repoussoir absolu, et que ça allait précipiter la chute de la maison Mélenchon. Mais je trouve que pas tellement en fait, c'est pas un repoussoir, c'est un repoussoir chez quelques gens qui ont keblo là-dessus, mais enfin il me semble pas que ce soit le principal problème de la France Insoumise. Le principal problème de Jean-Luc Mélenchon, là, ça a été le score très très fort du Rassemblement National. C'est ça notre problème. Et tous les gens qui ont alimenté le discours selon lequel Jean-Luc Mélenchon, communautarisme, etc., ont participé à renforcer le camp réactionnaire en relayant ses thèses, des gens comme Manuel Valls, des gens comme Hidalgo, etc. Et alors ça c'est toujours pareil, hein, quand la gauche commence à courir derrière les obsessions de l'extrême droite, elle est toujours perdante. Regardez Anne Hidalgo et regardez son score. Regardez ce qu'a essayé de faire Jean-Luc Mélenchon et regardez son score. Non, une vraie gauche, c'est une gauche de gauche. C'est pas une gauche qui court après les paniques morales de son époque, les trucs racistes, les derniers trucs du moment, l'écriture inclusive, le wokisme, machin, c'est ridicule ça. Là vous vous alignez sur Finkelkraut, j'allais dire Thinkerkraut. C'est un mélange entre Thinkerview et Finkelkraut. Bref, là les 3 candidats qui sont arrivés en tête portent une vision.
c'est 3 blocs assez clairs. Donc le bloc nationaliste, néofasciste d'un côté. Au milieu, vous avez évidemment le bloc, au milieu même en tête. En tête, vous avez le bloc conservateur, le bloc bourgeois, voilà, resserré autour d'Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, vous avez un bloc de gauche à peu près reconstitué, dans lequel, en effet, les thèses, c'est-à-dire antilibérales, progressistes, antiracistes, etc., l'ont finalement emporté sur d'autres thèses. J'allais rajouter l'écologie, évidemment, mais ça va de soi, mais une écologie qui s'affirme anticapitaliste. Hein. Ça a été dit dans les meetings, ça a été dit à la télé. Voilà, ça c'est une gauche. Ça c'est une gauche, et regardez, c'est une gauche qui marche. C'est une gauche qui fait au premier tour plus de voix, ou autant, je sais plus, que François Hollande n'en avait fait en 2012. On a retrouvé la gauche. Le problème, c'est que du côté de l'extrême droite, ça s'est gavé parce qu'on leur a tout accordé, on leur a tout donné sur un plateau, et on a avalisé leur thèse, donc voilà. Bon, bah derrière, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, derrière, même avec une campagne brillante, et personne n'a démérité, même en arrivant à convaincre des gens qui sont pas le cœur normalement de l'électorat d'un candidat social-démocrate comme Jean-Luc Mélenchon, social-démocrate, réformiste, dirons-nous. Réformiste comme Jean-Luc Mélenchon, même en convainquant tout le monde, on le fait pas, ça marche pas, voilà, on a les résultats ici, Macron 27%, Le Pen 23%, et nous on est, voilà, à un point à peine, un peu plus d'un point derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Marine Le Pen. Un duel qui a été installé, de longue date, c'est le duel de confort, et nous on a pu mobiliser tout ce qu'on a pu. Le total gauche est même plus impressionnant que ce qu'on aurait pu croire à la base. Si tu additionnes Yannick Jadot, Roussel, allez Hidalgo, soyons sympas, Poutou, Artaud, on arrive plutôt vers les 30%, alors qu'on nous avait vendu une gauche balayée à 20%, etc. Donc oui, c'était jouable, et bon, bah j'en veux pas. Bon, faut bien comprendre un truc, je vois beaucoup passer des arguments autour de... Alors ils ont pas su mettre leurs égos de côté, que ce soit Anne Hidalgo, Fabien Roussel ou Yannick Jadot. C'est pas une histoire d'ego, hein, c'est une histoire d'appareil, c'est une histoire de règles. Il y a des logiques internes, et dans une certaine mesure, les partis jouent leur survie, les partis jouent leur stratégie, et une institution a vocation à essayer de persister dans son être. Si le PS ne va pas se laisser mourir, il va, quitte à devenir une force de nuisance pour tout son camp. Ça, il faut toujours se le dire, c'est toujours comme ça. Il y a des sommes engagées derrière, il y a des réseaux d'élus, et on le sait aujourd'hui, ce genre de parti, alors c'est moins vrai pour les écolos, mais c'est très vrai pour le PS et pour le PCF, ce sont des syndicats, des réseaux d'élus. Voilà, des machines à donner des élus au territoire. Les élus ramènent du pognon dans la caisse, et la caisse sert à faire tourner la machine, et à tenter une fois de temps en temps de prendre le pouvoir central, l'État. Bon, quand le pouvoir central est pas prenable, il faut quand même y être, parce que, eh bien, il faut cette phase de visibilité, il faut montrer que le parti existe, parce que derrière c'est les législatives, et les législatives c'est le nerf de la guerre. Les législatives, c'est là où on arrive et où on va essayer de caler nos élus, parce que c'est des élus dont vivent les partis. Plus un parti a d'élus, plus il a de subventions publiques. Donc, bon, c'est les logiques de parti, c'est pas des logiques d'égo. C'est des logiques de notre système qui est vraiment pas très bien branlé, qui pourrait être quand même un petit peu révisé, on est d'accord. C'est certain. Donc, mais bon, psychologisez pas tout. C'est pas qu'une question d'ego, d'orgueil, etc. Ou de lâcheté, ou de je sais pas quoi. Lâcheté peut-être, parce que c'est vrai que rompre avec ces logiques-là demanderait du courage. Mais on en attend peut-être un peu beaucoup de nos responsables politiques. En tout cas, il y en a un qui a eu du courage depuis des années et des années. C'est bien Jean-Luc Mélenchon, hein, quand même. Et toute son équipe, et tous les gens autour. Ça a été quand même impressionnant jusqu'au bout, cette campagne, c'était zinzin. En plus, Mélenchon qui arrive derrière, comme au gouffre de Helm, métamorphosé, après qu'on l'ait dit mort pendant longtemps. Il revient en Mélenchon le blanc, avec sa veste gris clair. C'était magnifique, hein, c'était une belle fin de campagne. Voilà, bon... Maintenant, il reste en effet les législatives, et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est joué. Donc ça, on verra ça plus longuement, à mon avis, dans le ouvrez les guillemets, parce qu'il y a toujours le moment où on va
Il faut poser les bons mots, il faut poser les bons diagnostics et trouver les bons mots d'ordre pour la suite, parce qu'il s'agit de jamais désespérer Billancourt, comme on dit. Donc c'est-à-dire, faut pas donner des raisons aux gens de sombrer dans le désespoir, alors que ce dont on a besoin, c'est d'action, c'est d'engagement, c'est de politisation. Alors j'ai reçu pas mal de messages vraiment adorables qui, après la défaite, m'écrivaient pour me dire merci quand même pour tout le travail, moi ça m'a politisé, ça m'a fait du bien qu'il y ait ces chroniques-là le lundi, qu'il y ait les lives, qu'il y ait plein de trucs, que voilà, que ces petits contre-espaces qu'on a ici, ou sur Mediapart, ou sur Blast, machin. Ça avait fait du bien à beaucoup de monde, et puis ça avait parfois aidé à mobiliser aussi, on l'a vu, hein, le dernier OLG, celui qui est sorti lundi avant le scrutin, a beaucoup tourné, il est devenu presque aussi vu en une semaine, en une semaine maintenant, on peut regarder je sais pas à combien ça en est maintenant, mais je sais pas si on a dépassé Napoléon, qui lui avait surtout tourné chez les fachos, mais qui avait énormément tourné, l'épisode sur Napoléon. On en est à combien là on était en tendance plusieurs jours et tout, donc c'était assez fou. C'est... il est où le truc Ah ouais, 561 000 vues. Non, mais c'est qu'en même temps, on voyait qu'il se passait un truc autour de... Enfin, il se passait un truc... nous, on le souhaitait, ce truc. Hein. Nous, évidemment, notre famille, notre culture politique, à Host et à moi-même, pour faire simple, Host, dans sa jeunesse, il a milité au parti de gauche. Donc lui, il a toujours eu cette culture, il vient plutôt de là, de cette gauche mélanchoniste, républicaine, tout en étant très proche des mouvements sociaux et d'une gauche peut-être un peu plus radicale quand il le faut. Et moi, je viens plutôt de l'extrême gauche, qui à un moment... En fait, moi, je viens de l'extrême gauche au moment où on avait une gauche néolibérale au pouvoir, donc dans les années 2000, Lionel Jospin, etc., les privatisations. Alors, il y a les 35 heures, mais il y a aussi beaucoup les privatisations, beaucoup de délocalisations, et puis une gauche d'impuissance qui dit, face aux délocalisations, qui dit l'État ne peut pas tout, il ne faut pas attendre tout de l'État. Donc une gauche un peu démissionnaire qui l'était déjà. Et c'était pour donner un coup de fouet à cette gauche démissionnaire que ça faisait quand même beaucoup sens à l'époque de sanctionner Lionel Jospin avec un vote Arlette Laguillet, avec un vote en l'occurrence Olivier Besancenot, ou Taubira, voilà, je ne sais pas. Enfin, ça dépend des gens, où il y avait Noël Mamère aussi d'ailleurs à l'époque. Ça avait du sens de stimuler une gauche de gouvernement qui essayait de gouverner mais qui essayait pas d'être de gauche. Hein, dans gauche de gouvernement, il y a les deux, hein, normalement. À un moment, moi, j'y croyais plus à cette gauche-là, et ça me paraissait logique de militer plutôt du côté des révolutionnaires. Et à un moment, en effet, que quand Jean-Luc Mélenchon arrive, prend son indépendance du Parti Socialiste et essaie de monter un truc qui s'appelle le Front de Gauche. Alors il monte son petit parti, le Parti de Gauche, puis ensuite il fait le Front de Gauche. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui, même des rangs de la gauche révolutionnaire, viennent. Je suis pas le seul, il y en a plein d'autres qui se disent « Ah, voilà, si la gauche de gouvernement c'est ça, alors d'accord. Si c'est pas des néolibéraux, si c'est une gauche de gouvernement qui va nous remettre des services publics, qui va nous remettre... C'est pas le grand soir, mais c'est pas grave. Là, on a peut-être besoin de ça parce que les attaques du néolibéralisme depuis les années 80, 90, début 2000, ça fait déjà 25 ans qu'on se mange ça dans la gueule, donc ça serait pas mal qu'un front de gauche rassemblant des communistes, des réformistes et puis des gens qui venaient de partis révolutionnaires se rassemblent pour faire quelque chose, pour prendre l'appareil d'État. Ce qui est ambitieux, hein, prendre l'appareil d'État pour de vrai et pour en faire de la gauche. Parce que prendre l'appareil d'État pour en faire du truc à la Hollande, pour prendre l'État bourgeois pour faire la politique des bourgeois, en mettant des petits airs de gauche de temps en temps et en parlant un peu moins mal que ne parle la droite. Ça a souvent été ça, hein, la gauche de gouvernement. On fait des politiques, on parle moins mal des pauvres, on essaie d'être moins raciste, etc. D'accord. Et puis on arrive au moment Hollande où là c'est carrément... Il y a même plus d'efforts, quoi. Il y a même plus d'efforts. On continue à se dire de gauche, mais alors nous on cherche les signes, il n'y a plus rien. Et bref, moi j'avoue, ce qu'a construit Mélenchon au fil des années, alors ça va avec des déceptions, des douches froides, de temps en temps on est déçu, de temps en temps on est énervé, mais globalement, on l'a déjà dit hein, dans un ouvrez les guillemets, vous vous rendez compte de tout ce que doit la gauche à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, la gauche, notamment au niveau
de l'imposition de cette ligne-là dont je vous parlais un peu plus tôt, cette ligne-là qui est antilibérale, voire anticapitaliste, antiraciste, écologiste, etc., etc., et franchement, et féministe, etc., tout, qui est de gauche, eh ben, il a rendu un petit peu de cohérence idéologique, enfin une forme de cohérence idéologique à une gauche. Il a retransformé la gauche réformiste en quelque chose pour lequel je peux voter, pour lequel vous avez pu voter sans trop de scrupules. On a toujours des scrupules, on a toujours des petits trucs qui nous vont pas. Ah, ça se trouve c'est le nucléaire, ah, ça se trouve c'est je sais pas quoi. Mais globalement, on n'a pas eu trop de scrupules. Bon bah ça c'est quand même, il a soulevé des montagnes pour parvenir à ce truc là. Ce score, je vous le redis, il est énorme. Et on va commencer par parler de ça d'abord. Donc, avec cet article de Julie Caria pour Le Monde, la nouvelle défaite de Jean-Luc Mélenchon au seuil du second tour a pris des allures de victoire. Julie Caria était hier au cirque d'hiver avec les partisans et les partisanes, les partisantes, j'en sais rien, de Jean-Luc Mélenchon. Non, partisanes, c'est mieux. Ensuite, vous avez remarqué que les sondages ne lui donnaient pas ce score. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? France Info fait un retour sur ces sondages. Pourquoi les sondages ont-ils mal évalué les intentions de vote pour Mélenchon et Pécresse ? Ça, moi je le voyais venir, hein. J'étais persuadé que Mélenchon ferait plus, j'étais persuadé que si la campagne se passait bien, il y aurait ce truc que le réservoir de voix de la gauche, il était chez les indécis, des gens qui allaient se lever ou pas, les classes populaires, les jeunes, évidemment, les quartiers populaires, et que ceux-là, ils sont pas toujours très mesurables, ils sont assez volatiles, ils ont pas arrêté de dire jusqu'au bout qu'ils étaient pas sûrs, et je suis sûr que même vous, surtout si vous êtes d'une gauche un peu plus radicale que celle de Jean-Luc Mélenchon, vous avez hésité jusqu'au bout, et on a fini par vous avoir, par notre forcing de fin de semaine, dont on est assez fiers, hein, tant pis, on a forcé, mais c'est passé, et ça peut-être que les sondages l'ont pas mesuré, mais nous on s'y attendait. Hein, franchement, voilà. Regardez, ça c'est les écarts prévus, ça c'est le score de Mélenchon. Bon, Marine Le Pen, elle est dans l'écart prévu normal, Macron, il est même plutôt dans la fourchette haute, Zemmour a fait moins que ce qu'on lui donnait, Pécresse c'est une catastrophe, Lassalle a fait un poil plus, Roussel a fait moins. Bon, on va expliquer pourquoi et comment ils se sont autant plantés. Et vous voyez que celui sur lequel on s'est le plus planté, c'est Mélenchon. Près de 3 points au-dessus, non pas du score annoncé, mais de la marge d'erreur. T'avais la marge d'erreur, et lui, bam, il est là-bas, quoi. C'est complètement dingue. Donc on va regarder cet article sur France Info. On me dit qu'il y a un article du Monde aussi. Oui, avec il y a une interview de Brice Teinturier dans le Monde, mais j'ai regardé, mais j'ai mis de côté. Je préfère prendre l'article de France Info. C'est un choix éditorial qui m'engage. Voilà. Ensuite, on va regarder ce que nous prépare Emmanuel Macron. Hein, je vous ai parlé de cette grande maison qui veut reconstruire. Quelle va être ? Parce que selon toute probabilité, c'est lui qui va être élu président de la République et qui va arriver à se dégager une chambre basse comme il pourra. Donc on va essayer d'anticiper ce qui va se passer grâce à Hélène Salvi qui est très bien informée. Comme il l'avait prévu, Emmanuel Macron a réussi à s'imposer au premier tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Le président sortant veut à présent créer une grande coalition autour de sa personne et de son projet, sans rien concéder ni remettre en question. Ensuite, parce que, puisque j'ai commencé par dire il va probablement être élu, on ne peut pas ne pas parler du vote Le Pen. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez voter Macron ou vous n'allez pas voter Macron ? Je dois dire que moi-même je suis pas fixé là-dessus. Je suis pas fixé et je ne suis pas d'accord pour dire que Emmanuel Macron c'est pareil que Marine Le Pen. Voilà. Donc tiens, petit sondage dans le chat, hein, on va le faire tout de suite et on le refera après la lecture des articles. Hein. Alors. Hop, je pense que ici il n'y a pas grand monde qui vote Marine Le Pen, et si vous votez Marine Le Pen, à la limite votre avis ne m'intéresse pas, je m'intéresse plutôt aux gens de gauche qui suivent mon stream. Donc, pour vous ce sera Macron ou abstention nul, ce que vous voulez. Voilà. Vous avez 1 minute, et je vais regarder ça, voilà. Parce que ici non plus, dans ce chat non plus, pas une voix pour Madame Le Pen.
Est-ce que c'est clair? Pas une voix pour Madame Le Pen. Voilà. Vous connaissez ça. Fais un choix, je sais pas. Bah si vous savez pas, vous votez pas. Voilà. Mais vous avez raison, j'aurais dû faire un choix, je sais pas. Vous avez complètement raison. Mais si vous savez pas, votez pas. Là, c'est pour ceux qui savent. Et puis je ferai une case, je sais pas, à la fin du stream pour voir s'il y a des choses qui ont évolué. Mais oui, faites mieux. Alors, pour l'instant, c'est quoi qui gagne? Abstention nulle, j'ai que 33% de vote Macron. Parmi les gens qui, donc, du coup, savent déjà ce qu'ils vont faire. Il y a plutôt pas mal de gens qui veulent pas aller voter Macron ou qui... C'est nous hier soir, donc du coup on faisait notre petite soirée électorale. On en a discuté entre nous après, tout le monde n'était pas d'accord, hein, c'est certain. Alors chez nous, pareil, hein, pas une voix pour Madame Le Pen. Alors 67% pour abstention nulle et 33% des suffrages exprimés qui comptent apporter un bulletin de vote supplémentaire pour Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron qui manifestement n'a pas envie de négocier, hein, qui prendra de toute façon ce vote pour un vote d'adhésion. Parce que, après tout, depuis quand fallait avoir de la race? Est-ce qu'il a eu de la race depuis le début? Monsieur, je fais pas campagne, je fais monter le RN. Mais je les déteste. Je les déteste. Et après, ils arrivent, ils nous font les valeurs de gauche. Ils nous font « Oh, nous avons des choses en commun, les valeurs de gauche, nous avons des valeurs communes. » Ils sont odieux. Ils sont odieux. Mais ils en ont rien à foutre. On n'a jamais vu une arrogance. Enfin, je sais pas quoi. Un manque d'humilité. Ouais, vous nous avez bien niqué, ouais, mais ayez le triomphe modeste aussi. Ayez le triomphe modeste, s'il vous plaît, ne serait-ce que par... si vous voulez pas énerver trop tout le monde. Bon. Commençons la lecture des articles, parce qu'on n'a pas toute la nuit. Commençons la lecture des articles. Alors, je vous l'ai dit... je suis pas... moi, je suis pas en lendemain de cuite du tout, hein, je suis rentré tôt hier. J'avais pas tellement envie de faire la fête. Donc moi tout va bien, mais je vais quand même me faire un café. On va d'abord lire ce premier article qui nous raconte un peu la soirée au Cirque d'Hiver. La soirée où je crois que Dany Heraz était cette fois-ci. Si vous allez sur leur stream, ils peuvent vous le raconter aussi. Mais en tout cas, moi j'étais à Lyon et l'ambiance n'était pas folle. Mais apparemment c'était plus sympa au Cirque d'Hiver. La plus folle soirée de campagne n'était pas forcément dimanche 10 avril dans les états-majors gagnants. Au Cirque d'Hiver, à Paris, autour de Jean-Luc Mélenchon, l'ascenseur émotionnel a parfois été violent. Les militants de la France Insoumise ont tour à tour pleuré, puis rêvé. Pour l'ancien sénateur socialiste, ce dimanche a d'abord été celui d'une défaite honorable, habillé en victoire, puis d'un espoir réveillé. Ah ça c'était horrible, moi j'y ai pas cru, mais c'était horrible. Je préférais pas y croire. Et vous savez, ce petit moment à la fin où il grattait des points, mais où ça pouvait pas le faire, et où les gens ils ont scruté les courbes jusqu'à 3h du matin. J'avoue, j'ai très mal dormi ce soir-là, je me suis réveillé dans la nuit et tout, à re-regarder, on sait jamais. J'y croyais pas, mais ça me torturait un peu dans mon sommeil, quoi. Et puis de toute façon, oui, mal dormi, quoi. En vain, donc l'espoir réveillé en vain, car les résultats définitifs n'ont pas changé l'ordre du scrutin. Le candidat de l'Union Populaire termine 3ème avec 21,95% des suffrages. Allez, on va dire 22 ! On va dire 22 pour Jean-Luc. Mais pendant un peu plus d'une heure, ses soutiens y ont cru. Tout commence un peu après 18h. Les sondages qui circulent donnent au candidat une solide 3ème place, sans ambiguïté, avec un écart important. Le candidat est au travail, entouré de son premier cercle. Bon, moi j'étais du coup à la journée de streaming vendredi, où on a streamé pour la candidature de l'Union Populaire. Et j'entendais autour de moi, j'ai discuté avec des militants et des militantes sur place, avec Manon Aubry, avec Aurélie Trouvé, avec ceux que j'aime bien là-bas. Un peu avec Claire Lejeune aussi, et elle me disait toutes des trucs comme « on a tout fait, on a fait ce qu'on a pu, on pouvait pas faire plus, on pouvait pas faire mieux ». Et c'est vrai, c'est en ça qu'ils sont contents d'eux. Il n'y a pas eu de foirade, il n'y a pas eu de grosses cata. Tout a été plutôt bien, la campagne était plutôt brillante, mais bon, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai fait dans mon tweet, en disant que de toute façon on luttait à armes inégales.
Ça fait des années qu'ils nous font monter l'extrême droite exprès que Macron installe ce duel avec Le Pen, ce duel de confort exprès. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est Hélène Salvi qui notait ça dans la soirée électorale de Mediapart, parce que j'ai rattrapé les soirées électorales cet après-midi pour voir comment les autres l'avaient vécu sur les autres plateaux, qu'est-ce qui se racontait et tout. Et Hélène Salvi de Mediapart rappelait un détail qui m'avait échappé, dont j'avais oublié à quel point il était important en fait. C'est au moment des gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes. On connaît maintenant, aujourd'hui, très bien quelles étaient les revendications des gilets jaunes, pouvoir d'achat, démocratie. Bon, ça demande ça. Et Macron, sciemment, a essayé de replacer dans le débat public l'immigration. Sciemment. Dans le grand débat, il propose des thèmes aux Français, il met l'immigration, l'identité, des trucs comme ça. Et c'est lui qui réinstalle ces trucs-là. Parce que vaut mieux parler de ça. Vaut mieux mettre Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et j'avais oublié ce truc-là, qu'il avait essayé d'installer ça au grand débat, alors que c'était pas du tout dans les préoccupations des... Pourquoi on n'a pas vu les cahiers de doléances ? Alors les chercheurs y ont accès, mais pourquoi il n'y a pas eu des grands papiers qui parlent des cahiers de doléances ? Ou même eux, qui nous fassent des petits comptes rendus, ils auraient pu nous faire ça. Parce que dans les cahiers de doléances, mine de rien, c'était pas les débats qu'il avait décidé de planter qui devaient ressortir le plus, que l'insécurité, l'immigration, les machins qui nous a balancé à balles derrière, c'était pas ça qui mobilisait, qui avait foutu des gens dans la rue avec les gilets jaunes, qui indignait les gens, c'était les inégalités, c'était le travail, c'était la précarité et la démocratie et la verticalité du pouvoir. Mais il va pas dire ça, lui, parce que la précarité, c'est ce qu'il installe, lui. C'est une machine à exploiter les salariés et à proposer au patron de nouvelles manières d'exploiter les salariés, Emmanuel Macron, son appareil politique. Ça sert à ça, l'appareil de la bourgeoisie. C'est le travail, votre travail, pas le sien, votre travail. Pour que des gens qui ont des capitaux investissent dans des affaires qui tournent et dans lesquelles ils payent pas trop cher le travail, votre travail. Donc ça, c'est son cœur de métier. Et si on se met à lui parler de ça, de pouvoir d'achat, de justice, et sa méthode, c'est l'autoritarisme. Donc si on se met à lui parler de ces deux trucs-là, il nous dit « Ah, bah parlons plutôt d'immigration ». Et là, tu installes, il a délibérément installé, réinstallé. On l'avait dit dans l'épisode comment Macron est devenu Dark Macron. Et on citait la même période, on parlait des gilets jaunes. C'est à un moment, il y a aussi autre chose, il y a un deuxième facteur, c'est-à-dire qu'à un moment, il sent bien qu'il lui faut l'accord d'un plus grand pan de la bourgeoisie et qu'il ne peut plus jouer et de droite et de gauche. Il est de droite, il va assumer d'être plus de droite, il va envoyer plus de signaux à la droite, il va gouverner plus à droite, et au moins c'est plié, parce qu'en face c'est des mouvements sociaux, et pour mater des mouvements sociaux, il faut des flics. Et pour avoir des flics qui matent bien les mouvements sociaux, il faut les brosser dans le sens du poil. Donc il faut partir sur des discours sécuritaires, donc il faut partir sur des discours d'extrême droite qu'ils aiment entendre. Donc il faut leur laisser le droit d'éborgner, mais aussi de taper sur les Noirs et les Arabes dans les quartiers. Et souvenez-vous, la clé d'étranglement. Castaner essaye de dire qu'il y a peut-être un problème avec la clé d'étranglement. Alors, je crois que c'est à la suite du décès de Cédric Chouviat. Et là, les syndicats de police deviennent fous furieux. Commencent à déposer des menottes, vous savez, ils font des actions la nuit, tout gyrophare dehors, déposer les menottes devant je sais plus quoi, et ensuite il y aura aussi la manif de flics, etc. Mais à partir de ce moment-là, il dégage Castaner, Macron, et il fait, bah tant pis, je mets Darmanin, avec pour mission, Darmanin, réconcilie-moi avec les syndicats de police. Donc c'est parti. Le boulevard, il est open. Donc Macron a choisi de faire monter l'extrême droite, enfin il a choisi, il n'a pas eu le choix. Quand tu gouvernes à droite, il faut péter la gauche. Et pour péter la gauche, tu peux avoir besoin d'un renfort temporaire, d'éléments rhétoriques, de mesures très concrètes, de droite radicale, d'extrême droite, et d'accorder des licences particulières aux flics. Et j'ai tweeté ça tout à l'heure. Le seul barrage efficace avec cette classe politique médiocre, ces médias privés et ces intellectuels vieillissants, c'est le barrage aux idées de gauche. Et ça fait des décennies que ça dure. Aujourd'hui, tu vois d'anciens 68ards gueuler contre le wokisme sur des plateaux garnis d'authentiques gens d'extrême droite. La jeunesse est piétinée, muselée, ignorée. Il va falloir une respiration à un moment. Il va falloir qu'elle ait son printemps, cette jeunesse. Elle n'a pas eu son printemps, cette jeunesse.
Nous, on a bredouillé des mouvements, on a fait des trucs comme loi travail, on était là. Mais cette jeune génération qui a enduré Parcoursup, le Covid, les réformes du bac et de l'accès à l'université, celle-là, elle est brutalisée. C'est la génération Mantes-la-Jolie, celle qu'on a mis à genoux avec des flics qui se foutent de leur gueule et qui les filment. Cette jeunesse-là, elle va avoir son printemps. Croyez pas que vous allez la faire rentrer dans le rang en entier comme ça. Alors, de deux choses l'une. Parce que c'est de deux choses l'une. Soit Macron est obligé d'écouter un peu, de laisser respirer. C'est-à-dire de faire un peu de la place pour les revendications, les idées, le souffle de cette jeunesse. La laisser respirer. Mais je pense pas qu'il va faire ça. Parce que son mandat précédent a montré que il n'est pas de droite et de gauche. Il va pas les laisser respirer. Il va les mater. Il va les mater de toutes les façons possibles. Et à prompt renfort de nouvelles lois sécuritaires, il y aura des nouveaux trucs. L'école est un de ses prochains grands chantiers. Et je pense que, là je m'avance peut-être un peu, mais je pense que dans sa manière de réformer l'école, c'est pas seulement, on y voit souvent la casse du service public de l'école, c'est vrai, on y voit souvent le fait de mettre les élèves le plus tôt possible à disposition du secteur privé pour faciliter la formation de la main-d'œuvre au détriment de l'éducation, y compris de l'éducation intellectuelle et politique des jeunes générations. Mais en fait, on se dit, il fait ça pour les patrons, tant pis, ça fera des moins bons citoyens, mais peut-être qu'il se dit coup double. Peut-être que non seulement ça va me faire une main-d'œuvre plus docile, mais en plus ça va me faire des citoyens moins revêches, c'est-à-dire lever, comme dans les fantasmes de Blanquer, on va arriver, il va falloir saluer le drapeau, il y aura de moins en moins d'heures de cours de français, d'histoire géo, on va avoir de moins en moins d'éducation politique pour ces jeunes-là, pour qu'ils se forgent un esprit critique, etc. Et ça va participer, vous voyez comment ces deux logiques s'entretiennent. On nous veut démobilisés, on nous veut peu diplômés, on nous veut perdus, on nous veut mal informés. Le service public, pareil. On est en train de nous fabriquer un modèle où on nous veut crétins. Pas tout le monde, les enfants des classes populaires. On veut maintenir les classes populaires dans l'impuissance. Toutes les classes populaires. Hein. Et on pourra les mater d'autant plus qu'on pourra les diaboliser. Alors, soit dans les banlieues, il y a des émeutes, soit les pauvres dans les campagnes, ils sont racistes, machin. Bon, c'est un mouvement d'exclusion des classes populaires. On ne veut pas que les classes populaires participent à la vie politique. Parce qu'on sait très bien ce que voudraient les classes populaires, elles voudraient autre chose. Et donc, elles voudraient une autre répartition de la valeur, d'autres droits, un meilleur accès des services publics, machin. C'est pas ce que les bourgeois ont en tête quand ils imaginent une société qui marche bien. Je veux dire, ils sont pas méchants, hein. Ils ont une vision de la manière dont ça tournerait bien. Pour que ça tourne bien, faut que ce soit rentable, les entreprises, les machins. Quel intérêt d'envoyer un gamin faire 2 ans de fac, qui va ensuite changer de fac, et en plus c'est gratuit, et en plus machin, quel intérêt pour la machine qui tourne? On a payé pour ça? Non, on va arrêter avec ça. On les envoie le plus tôt possible là où ils vont être efficaces, dans notre société efficace, qui a pour but de procurer de la rentabilité aux capitaux de la classe dirigeante, de la classe qui dirige, et elle dirige parce que c'est la classe dirigeante. Et qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, et que l'ordre, bien entendu, c'est un ordre où il n'y a pas de bordel. Et le bordel, ça commence à venir quand tu laisses les classes populaires réfléchir, s'informer correctement, se former correctement, y compris leurs enfants, et qui commencent à se faire une haute idée de ce qu'est la République et de ce qu'on peut lui demander. Ah, c'est sûr, bref. Tout ça pour dire quoi? Je sais plus ce que je disais. Je disais que tout l'honneur aussi, d'ailleurs, de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir formé les classes populaires, de les avoir formées, entre parfois une extrême gauche qui est hermétique, je veux dire, où on comprend rien à ce qu'il raconte, et moi le premier, sans doute, je suis sans doute pas toujours très accessible. D'un côté, t'as cette extrême gauche un peu hermétique, un peu dogmatique et un peu intello. De l'autre côté, t'as le Parti socialiste qui fait des syndicats d'élus avec des mecs en cravate, qui parlent pas à la jeunesse, qui l'écoutent même pas, qui comprend même pas ce qu'elle veut la jeunesse et qui s'en fout de toute façon. C'est des syndicats d'élus, c'est là pour produire des élus. Et au milieu, c'est vrai que le pôle populaire incarné par Jean-Luc Mélenchon a fait ce travail de pédagogie depuis 12 ans. Non, qu'est-ce que je dis
Depuis qu'il a quitté, depuis qu'il a fondé le parti de gauche, qu'il a fait le front de gauche, qu'il a essayé de former une jeunesse. Je continue à trouver que les militants France Insoumise sont pas assez formés au travail militant. Ça, c'est vrai. Par contre, l'électorat France Insoumise, s'il a écouté du Mélenchon depuis 15 ans, il a du plomb dans la tête, il sait ce que c'est que la gauche, il sait ce que c'est que l'intérêt des classes populaires, il sait que l'éducation c'est important, il a des repères, quoi. Et donc, la gauche, ça sert à ça aussi. Et c'est ça que veut péter, c'est pour ça qu'on veut s'en prendre à la gauche. Un pays sans gauche, c'est un pays plus facile à gouverner pour la bourgeoisie. Alors évidemment, on va dire aux classes populaires, Marine Le Pen fait du social. Si vous voulez contester, vous avez Marine Le Pen. En se disant, Marine Le Pen, il y a toujours moyen de la rediaboliser à la fin. Marine Le Pen n'est pas un danger si important que ça parce qu'elle ne fait pas l'unanimité dans la classe dominante. Chez les bourgeois, Marine Le Pen, c'est toujours pas très bien vu. Beaucoup moins que Zemmour, on l'a vu là quand ça ressort. Ça veut dire que c'est pas une vraie concurrente pour Emmanuel Macron. Il veut nous réorganiser une autre forme d'antagonisme et en jetant les classes populaires dans les bras de l'extrême droite. Et alors, Marine Le Pen s'est présentée comme assagie. Et c'est vrai qu'elle a joué je suis sage maintenant, j'ai travaillé, j'ai un projet, c'est sérieux, on a travaillé, la Constitution, machin. Mais elle a laissé du coup un espace pour ce qu'est vraiment l'extrême droite, à savoir une bande de menteurs, de manipulateurs, d'hypocrites, de gens qui n'ont aucun souci de la vérité, qui n'ont aucun souci de la formation des classes populaires. Ils s'en branlent aussi de la formation des classes populaires. Donc ils vont manipuler. Vous avez vu dans les dernières semaines ce qu'a fait le camp Zemmour ? Les faux trucs envoyés, ça a été toute la campagne. Toute la campagne, ils ont payé des bots pour manipuler, à la Trump, pour manipuler les tendances sur Twitter. C'est le mensonge permanent. C'est l'ignorance faite comme une vertu. Hein, l'ignorance pour les classes populaires est une vertu. Soyez ignorants, ne vous posez pas de questions, comme ça vous écouterez le bon récit de monsieur Éric Zemmour qu'on propulse comme un intellectuel, alors que le mec n'a... les intellectuels, c'est pas ça. Hein. Les intellectuels, c'est des gens qui sont évalués aussi par leurs pairs. Si on apporte du vrai savoir, on accepte d'être contesté. Et puis il y a un champ académique qui fait qu'on peut arriver avec, à la fin... On réfléchit pas pour faire des thèses idéologiques, on réfléchit pour produire de la vérité dans le champ universitaire. Eux, ils en veulent plus de ça non plus, ils vont attaquer l'université aussi. Éric Zemmour, donc non seulement ne cherche pas à élever les gens, hein, il cherche à raconter ses salades, son récit nationaliste, parce que le but compte plus que la vérité, et c'est pareil dans les manipulations électorales. Alors, il n'a pas encore gueulé à la fraude électorale, mais alors vous imaginez bien que si lui était au score de Mélenchon, juste en dessous de Le Pen, vous imaginez là, l'état de tension du pays ? Vous pensez pas qu'il y aurait des manifs bizarres ? Vous pensez pas qu'il y aurait des trucs bizarres ? Imagine, vous avez un second tour. Oui, je regarde le chat, mais j'essaie de suivre le cours de mes pensées aussi. Merci Denchar 2020. Imaginez un second tour où il y a Macron, Mélenchon et Zemmour un point en dessous de Mélenchon. Qu'est-ce qu'ils feraient ? C'est pas des républicains, eux. Hein. C'est des néofascistes. Pour eux, le moyen compte peu. Le but, il est noble pour eux, c'est sauver la France, hein, sauver la race blanche aussi, pour un certain nombre d'entre eux. Les moyens comptent peu. C'est un danger pour la démocratie, la République, etc. Je pense qu'il y aurait des manifs bizarres, je pense qu'un certain nombre se radicaliseraient assez vite. Ça tenterait le putsch, ça tenterait le coup de force. Mais on l'a vu aux États-Unis. Et puis regardez ce qui se passe en Russie, regardez ce qui se passe chez Orban. L'extrême droite ne respecte pas le suffrage, le manipule, essaie de changer, ne joue pas selon les règles qu'on s'est données collectivement. Donc c'est un super adversaire pour Emmanuel Macron. D'avoir ce bloc-là en face, l'extrême droite, qui joue pas selon les règles, tu le diabolises très facilement, parce que les bourgeois aiment les règles, mine de rien. Mine de rien, les bourgeois aiment les règles. Ils aiment la force, mais ils aiment aussi les règles et la stabilité. Bref, on s'est éloigné un petit peu. Bon, revenons à Jean-Luc Mélenchon.
Tout commence un peu après 18h, donc ça on l'a dit. Donc le candidat est au travail, entouré de son premier cercle, il prépare un discours pour donner à cette défaite des allures de victoire. Le cirque d'hiver devient silencieux, 2 minutes avant 20h. Le couperet tombe. Si certains s'effondrent en pleurs, on entend surtout ses partisans entonner « On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là ». Malgré la déception, tout le monde à la LFI, à la France Insoumise et le candidat le premier s'emploie à donner une coloration positive à ce score qui surpasse celui de 2017 et confère à la campagne de l'Union Populaire une incontestable première place à gauche. Si en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait pu donner le sentiment de dilapider instantanément son capital politique en tardant à reconnaître le résultat et en abordant à reculons la question du barrage à l'extrême droite, 5 ans plus tard, il fait tout l'inverse. Il arrive, souriant, vers 20h15, entouré de ses proches, Sophia Chikirou, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Mathilde Panot. Il s'apprête à descendre de l'estrade pour le laisser parler seul. Il les retient, prenant Mathilde Panot par le bras, et met un point d'honneur à s'exprimer entouré de ceux qu'il a désignés comme sa relève. La question du barrage républicain est abordée d'emblée, quoique sans citer Emmanuel Macron. La seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qu'accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin. Eh bien, on la remonte, dit-il. Je connais votre colère. Vous nous abandonnez à ce qu'elle irait vous faire. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle irait vous faire commettre des erreurs qui seraient irréparables. Tant que la vie continue, le combat continue. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais, poursuit-il. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen, répète-t-il par 4 fois, prévenant les critiques. Le député des Bouches-du-Rhône... Attends, il n'y a pas la suite ? Ah si, il y a une suite, c'est bon, j'ai eu peur, je me suis dit c'est Rikiki. Le député des Bouches-du-Rhône évoque la violence de la déception, mais pour la relativiser dans la phrase suivante, c'est une déception, mais en même temps, comment se cacher aussi la fierté du travail accompli ? Le pôle populaire existe, il en a repris des forces. Ce pôle populaire est théorisé de longue date à LFI, mais il fait ce dimanche soir un retour massif dans les éléments de discours. On a toujours dit qu'il y avait un pôle libéral, un pôle d'extrême droite et un pôle populaire. C'est exactement les 3 blocs qui se sont dégagés et ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Moi je dis un pôle néo-fasciste, un pôle bourgeois conservateur et un pôle populaire. Ouais. Les résultats de ce soir nous donnent raison, estime la députée européenne Manon Aubry. C'est un terme qui a l'avantage de recouvrir cet électorat hétéroclite rassemblé ce 10 avril autour du bulletin de Mélenchon, entre convaincus et électeurs amenés là par une logique de vote utile, arrachés là aux écologistes, là aux socialistes, là encore aux communistes. Et encore une fois, merci. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de socialistes d'ailleurs. Oh, si, peut-être des anciens électeurs de Hollande, il en avait déjà eu en 2017. Une manière de dire aussi que la social-démocratie laminée n'est plus, qu'elle a été remplacée par l'alternative que propose l'ancien sénateur depuis 2012. L'électorat de gauche, Jean-Luc Mélenchon semble l'avoir aspiré, ne laissant que des miettes à ses concurrents, respectivement 4,58% à Yannick Jadot, 2,31% à Fabien Roussel, 1,74% à Anne Hidalgo. Les 2 candidats trotskistes, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, ont aussi fait les frais de ça avec moins de 1% des voix. Ces derniers jours, le mouvement de bascule s'est amplifié, touchant y compris les partis. Une 50aine de membres de Génération ont par exemple appelé à voter pour lui jeudi au prix d'être exclus par l'ancien mouvement de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui est bien discret dans toute cette... il a dit qu'il parlerait après le scrutin. Donc ça, j'espère qu'on l'aura à backseat pour qu'il nous livre lui-même les leçons de ce qu'il a observé à gauche, lui qui est un peu au croisement, vous savez, son porte-parole Thomas Porte, qui est passé par le porte-parole là de Sandrine Rousseau, puis ensuite il est allé à l'Union Populaire. Bon, j'aimerais bien savoir ce que pense Benoît Hamon de tous ces trucs-là. L'appétit d'unité de l'électorat de gauche, que signalait notamment les inscriptions à la primaire populaire, s'est largement mué en vote pour le candidat de l'Union Populaire. Oui, bon, ça on l'a vu. Finalement, et il avait raison, sa stratégie de l'union par la base, ça s'est fait. Il y a eu l'union par la base, sur un programme, sur une campagne, sur des mots d'ordre clairs. Dimanche soir, pas de mots tranchants pour les concurrents de gauche dans la bouche du candidat. Ce n'est pas nécessaire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. « Ici, c'est la force !» déclare Jean-Luc Mélenchon. « Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang !» ajoute-t-il. Parmi les militants, on trouve parfois la trace d'un regret vis-à-vis des candidats de gauche. Jadot, Hidalgo, Roussel, tous les 3 portent une très lourde responsabilité dans le fait qu'on ne soit pas au second tour, estime ainsi l'avocate Caroline Mécari, membre du Parlement de l'Union Populaire, cet organe de liaison entre les mouvements sociaux et la campagne de M. Mélenchon. Mais dans l'état-major, on laisse le soin aux candidats de faire leur examen de conscience. C'est vrai que j'aimerais bien le voir, l'examen de conscience, moi, de Jadot.
et de Roussel, parce qu'ils se font discrets quand même, les communistes, aujourd'hui, là. Ceux qui ont forcé jusqu'au bout. Et un des arguments des membres du PCF qui faisaient du forcing pour leur candidat et sa voiture saucisse, c'était... Mélenchon n'a pas de chance d'aller au second tour. Il n'en a pas de chance. Eh ben, vous voyez que si. Et c'est pour ça qu'on peut vous en vouloir. Moi, j'essaie de pas en vouloir, mais bon. J'avoue que, pareil, les problèmes d'argent d'Europe Écologie Les Verts, ça m'en touche une sans bouger l'autre. On est le noyau dur de quelque chose de fort. Je souhaite que cela demeure, déclare Alexis Corbière. Interrogé sur les législatives, le député LFI de Seine-Saint-Denis relève, cependant, que le courrier envoyé aux écologistes est resté lettre morte. Vu le score des uns et des autres, les négociations risquent de changer de ton. Notre responsabilité, c'est d'agréger et de continuer à faire vivre ce pôle. Les électeurs sont venus à nous, notre responsabilité c'est que ce bulletin, choisi parfois pour faire barrage à l'extrême droite, demeure et que l'on construise une alternative. Non mais va y avoir un nouveau truc. Va y avoir un nouveau truc derrière l'Union Populaire. Ou alors ils vont garder l'Union Populaire. Parce que moi j'appelle à la création de cette grande force pluraliste. Qui serait un parti ou qui serait une fédération de partis, mine de rien, le front de gauche, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Après, la stratégie populiste a fait que... Il a fait le front de gauche, mais en arrêtant de l'appeler de gauche. Et c'est là que c'est devenu la France Insoumise. Il s'est dit, c'est le moment où il se dit, François Hollande a déshonoré le mot gauche. Si on veut incarner une alternative, faut pas qu'on arrive en disant c'est nous le vrai parti de gauche, c'est nous le front de gauche. Et donc on change de nom. Mais peut-être qu'il va garder Union Populaire, vu que on l'avait dit, Fédération Populaire, Union Populaire, ça part vers ça. Hein. Et c'est pas mal, parce que ça permet de contrer aussi l'argument selon lequel les classes populaires votent pour Marine Le Pen. Il y en a qui votent pour Marine Le Pen, ça c'est certain. Le vote ouvrier, y a une bonne partie qui est partie vers Madame Le Pen. Donc, par contre, c'est pas le camp populaire. Donc dire que c'est nous, c'est pas mal. Parce que bref. Vers 23h, le vent tourne au cirque d'hiver. L'écart se resserre entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à 0,8 points selon certaines estimations, et des soutiens se prennent à rêver qu'une victoire est encore possible. Ce n'est peut-être pas plié, lance un membre de l'équipe de campagne. Le candidat, toujours sur place, a fait le vide autour de lui. Ironie cruelle pour celui qui avait attendu en 2017 les remontées des grandes villes pour reconnaître le résultat. 5 ans plus tard, il se retrouve embarqué dans une nuit d'incertitude, sous l'effet de la prise en compte des votes tardifs de ces grandes métropoles. C'en est trop. Un peu avant minuit, le leader de la France Insoumise s'en va. Il passe devant ses militants rassemblés dehors, sous leurs cris « On est là !» Il lève le poing, esquisse même un pas de danse. Y croit-il ? Il ne le dit pas. Manon Montmirel, suppléante du député Éric Coquerel en Seine-Saint-Denis, vit ce moment sans trop espérer. L'affluence que j'ai vue en Seine-Saint-Denis n'avait pas encore été comptabilisée, mesure-t-elle. D'autres militants préfèrent rester sur place. Tant qu'on est là, tout est possible, veut croire l'un d'eux. D'autres murmurent que les votes de Marseille, Toulouse et Paris pourraient encore faire pencher la balance. Manuel Bompard, lui-même, bras droit de M. Mélenchon et docteur en mathématiques, reste mesuré. Il a fait ses calculs, mais ne peut pas encore écarter tout à fait cette éventualité. Il faudra attendre 1 heure pour que les dernières remontées rendent définitivement impossible une qualification au second tour. J'ai arrêté d'y croire vers 19h30, puis vers 23h j'y croyais à nouveau, mais là on sait que c'est fait, on est passé par un yo-yo. Résume vers 1h du matin Camille, qui n'a pas souhaité donner son nom, militante insoumise parisienne. Vous voyez la jeunesse, les amis, elle est là la jeunesse, qui va construire le monde de demain. Bref, les semaines qui s'amorcent seront dures pour les insoumis. L'écart de voix réduit avec Marine Le Pen n'est pas sans risque. Un score plus serré, c'est plus de frustration, plus de colère pour les électeurs, note Manon Aubry. Nous sommes clairs, pas une voix à l'extrême droite parce que le peuple n'y a pas intérêt. Pour le reste, Emmanuel Macron se débrouille. La responsabilité de convaincre lui incombe à lui et à lui seul. D'autant plus qu'il a fait monter l'extrême droite au niveau où elle est aujourd'hui, assume Adrien Quatennens, député du Nord. Si le score est sans appel, une incertitude demeure. Quel avenir pour Jean-Luc Mélenchon lui-même ? Le candidat semblait sur un nuage dimanche soir. Dans un discours, il concluait « Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Alors, on n'y est pas arrivé ? C'est pas loin, hein ? Faites mieux, merci. » Une phrase entendue comme un testament, un passage de relais. La dernière campagne de Jean-Luc Mélenchon ? Son directeur de campagne, Manuel Bompard, répond « Présidentielle, sans doute, mais vous savez, tout peut arriver. » Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, est encore plus clair.
Cet homme n'est pas remplaçable dans le paysage politique. Les hommes ne sont pas des pions que l'on peut intervertir. Pour la suite, il estime que l'important, c'est notre capacité à rester groupés. Le député des Bouches-du-Rhône, lui-même, a suggéré récemment qu'il ferait d'autres campagnes, sans doute. Le 27 mars, à Marseille. Sans dire... il l'a dit à Marseille, hein, il n'a pas dit qu'il ferait campagne à Marseille, il est plus probable qu'il essaie de se caler une petite circo en région parisienne. Sans dire lesquels, hein, pour les élections législatives, M. Mélenchon pourrait ne pas se représenter dans la cité phocéenne, mais préférer Paris, voilà, où la rumeur évoque déjà plusieurs circonscriptions possibles pour l'accueillir. Pour ma bonne santé psychologique, je refuse d'aller plus loin que les objectifs du premier tour, disait-il une semaine avant le 10 avril. L'heure est venue de penser à l'après. Bon, bah bravo le vieux, hein, il a fait du boulot, hein, le boulot quand même il est fait. Quand même, merde. Envie de chialer, mais faut pas chialer. Putain, il a repolitisé une génération entière. Des gens comme vous, là, les trentenaires. Il vous a repolitisé, il vous a remis dans l'action, il vous a remis dans la théorie aussi, dans l'histoire de la gauche. Quant aux jeunes, les jeunes n'ont pas eu besoin de Mélenchon. Les jeunes n'ont pas eu besoin de Mélenchon. Les jeunes, ils sont vénères sur le climat, sur le féminisme, sur l'antiracisme. Et l'intelligence de Mélenchon a été d'agréger ça. Parce que moi, j'ai vu une autre culture militante en 2012, en 2017. Une culture qui était plus réac à la France Insoumise, au parti de gauche, plus républicaine, réac, un peu casse-couille. L'intelligence aussi de ce pôle populaire a été d'absorber ce qui se passait dans la jeunesse, de comprendre ce qui se jouait dans la jeunesse, comme Sandrine Rousseau a su le faire chez Europe Écologie Les Verts, et de prendre tout ça et de dire très bien, je vous écoute les jeunes, très bien, je peux changer d'avis. Il avait changé d'avis sur l'écologie, il a changé d'avis sur d'autres trucs, et c'est comme ça qu'il a fait 22%. Rendez-vous compte que c'est comme ça. Donc les trentenaires, il te les a formés à la gauche, les jeunes qui étaient déjà chauds, qui demandaient que ça, il a écouté ce qu'ils avaient à rajouter. Donc, pas mal quoi, merde. On n'en aura pas 40 des comme ça. Je sais pas qui sera le prochain, mais ouais, c'est le vieux, quoi. Merci Giant Step, merci en tout cas de soutenir ce stream, ce petit moment de thérapie collective, bien sûr. Il aurait pu changer d'avis sur l'international et faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Bien sûr, bravo le vieux. Voilà, c'est tout. Dans la légende, je l'ai dit il y a 2-3 ans, là, quand on avait dit faut-il sacrifier Mélenchon pour sauver la gauche. J'ai dit que c'était le personnage le plus important de la gauche française du début du XXe siècle. J'irai même plus loin. Dans 30 ans, 20 ans, allez, dans 20 ans, Mélenchon aura pris du champ, il sera plus trop là. Et à gauche, ce sera la ref. Tout le monde se revendiquera de Mélenchon, ce sera un saint, le mec. Plus personne dira du mal, que ce soit chez les écologistes, même dans le pôle social-démocrate, son image, vous savez, quand les gens sont plus là et qui sont plus des adversaires sur lesquels il faut taper pour maintenir sa position, on accepte de reconnaître leur mérite. Il sera reconnu après comme étant, oui, ce personnage-là sans lequel, je vous dis, il sera consensuel dans 20 ans. Et je vais même aller plus loin. Dans 20-30 ans, on prendra les jeunes de gauche de dans 20-30 ans, nous les vieux commentateurs, moi je serai peut-être là encore, donc j'aurai... dans 30 ans, moi j'aurai 66 ans. Bon, dans 20 ans, disons, quand j'aurai 56 ans. Si ça se trouve, moi, je serai devenu un vieux con, et j'utiliserai Mélenchon, et d'autres le feront aussi, j'utiliserai Mélenchon pour critiquer la jeunesse, que je vais trouver trop radicale, en disant « Hé, rendez-nous Mélenchon, ça c'était de la vraie gauche. Ça c'est pas comme ces jeunes là qui ont rien compris, qui machin. La vraie gauche, nous on l'a connu, c'était des gens comme Jean-Luc Mélenchon, etc. Et même les gens qui sont pas d'accord avec lui aujourd'hui et qui lui ont cassé les couilles et qui ont voté pour Jadot ou je sais pas quoi, utiliseront cet argument pour disqualifier les jeunes de dans 20 ans. C'est certain. Il va devenir une figure consensuelle. Et de toute façon, les historiens parleront beaucoup mieux de Jean-Luc Mélenchon, les historiens et les politologues en parleront beaucoup mieux que n'en parlent les commentateurs politiques d'aujourd'hui. Alors, pourquoi les sondages ont-ils mal évalué les intentions de vote pour Mélenchon et Pécresse ? Regardez ce graphique. Je l'ai montré à ceux qui étaient là tout à l'heure, pour les autres je le remets. Regardez, ça c'est l'écart, hein, ce qu'on a appelé l'intervalle, comment on a appelé ça, la marge d'erreur, voilà, c'est ça, on a appelé ça la marge d'erreur. Là, on donnait entre 16 et 19% à Jean-Luc Mélenchon et bam, 22. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pareil, on donnait
entre 7 et 10% à Pécresse, et là, bam, 4,5. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont plantés à ce point? Bon, France Info va avancer quelques éléments de réponse. Mathieu Lehaucouette. Alors, est-ce que c'est le même qui s'était fait attaquer par Ipsos? Il y a un journaliste de France Info qui a remis un peu en cause la fiabilité des études d'Ipsos en cours de campagne, il me semble, et qui s'est fait attaquer en justice par Ipsos. Est-ce que c'est le même? Est-ce que vous savez dans le chat si c'est lui ou si c'est un autre de ses collègues qui a pris le relais pour faire un article critique des sondages? Non mais d'ailleurs, d'où les journalistes pourraient pas critiquer c'est quoi ce truc d'attaquer en justice parce qu'on a remis en question la fiabilité de ta petite entreprise de sondage là? Non, c'est pas Alexandre Désé, mais c'est pas Alexandre Désé là, c'est Mathieu Lehaucouette. Non, vous savez pas? Ah, vous dites que c'est Alexandre Désé qui s'est fait attaquer en justice? Ah, c'est possible. Non, en tout cas, France Info s'en fout et continue à publier des papiers critiques avec les sondages. Et en tout cas, avec celui-là, avec ce papier-là, j'espère qu'on va comprendre pourquoi Mélenchon était à ce point sous-évalué. Vous savez que ça a un effet démobilisateur de sous-évaluer. On pourrait leur en vouloir. Moi, j'étais persuadé qu'il était sous-évalué. Merci Flo Finette. Mais c'était pas IFOP, c'était Ipsos. Ah, je sais plus, IFOP, Ipsos, c'est pareil. Bref, en attendant, parce que moi, je prends une petite pause. Je mets du café dans la cafetière. Et qu'est-ce que je vous mets en attendant? Je vais vous mettre le débrief du premier tour par Walidia. Thomas Joly, justement, je pense que... Walidia, qui est un des chroniqueurs de France Inter les plus vénères. Et je suis curieux de savoir ce qu'il a raconté sur ce premier tour. Je ne l'ai pas encore écouté, vraiment, moi je me fais plaisir. C'est mes petits plaisirs de vieux. Je vous ai dit que j'ai 36 ans et que dans 20 ans j'en aurai 56. J'ai pris de l'avance, j'écoute déjà France Inter. Donc j'ai pris un peu d'avance. Je vous laisse avec Walidia. Thomas. Bon, vous connaissiez pas Walidia, ça me trouve le cul, c'est bizarre. Mon café est bientôt prêt, je sais pas si je vous mets un autre truc en attendant. Allez, je vais mettre le moment Meurice, on va pas se faire chier. Il y a aussi dans ce studio... Allez, c'est pas la même génération, c'est un peu plus boomer, Meurice. Mais je me demande ce qu'il a pondu aujourd'hui. Pareil, j'ai rien écouté. Toujours du coup dans ce stream post-élection, post-bad streamos. Bon, on a parlé de Mélenchon, pas mal, c'est bien, la gauche, tout ça. Mais pourquoi la candidature Mélenchon a été sous-évaluée dans les sondages? Comme l'a dit Walidia, a parlé des sondages juste avant. C'est Walidia, j'ai vu des gens dans le chat écrire Walidiaz. Non, c'est Walidia. Ou Walid. Non, c'est Wally. Bref, le compte n'y était pas. Les derniers sondages publiés vendredi 8 avril ont donné le bon classement au premier tour de la présidentielle, mais de grands écarts ressortent entre les dernières estimations et le verdict des urnes pour plusieurs candidats. Certains ont vu leur score très sous-estimé, comme Jean-Luc Mélenchon, d'autres ont été surestimés, à l'instar de Valérie Pécresse. Pour expliquer ces différences, les instituts de sondage avancent l'argument du vote utile, ainsi que l'effet d'une mobilisation plus importante que prévu. Oui, en gros, dites que vous pouvez pas tout prévoir et faut arrêter de voir les sondages comme des prédictions. Y avait un petit débat sur Backseat sur les sondages, qu'est-ce qu'il faut faire, faut en faire moins, faut en faire mieux. C'est pas absurde les sondages, vous voyez que ça donne quand même des réponses, mais ça peut pas gouverner tout, quoi. Et là, on en a un usage débile. Il y a des sondages qui sont vraiment débiles, utilisés de manière débile. Faudrait qu'on en ait un usage aussi plus raisonnable. Mais les méthodes employées par les sondeurs, dont l'usage de plus en plus exclusif d'Internet pour leurs enquêtes, sont également mises en cause. Ça, on en a déjà parlé, je crois, ici. Pour comparer les résultats des urnes aux derniers scores des enquêtes d'opinion publiées avant le week-end du scrutin, France Info a agrégé les résultats de tous les sondages publiés vendredi 8 avril. Nous avons ensuite calculé des marges d'erreur moyennes, c'est-à-dire les fourchettes des erreurs statistiquement possibles pour chaque candidat. Le résultat de ce travail est projeté sur le graphique ci-dessous. Les traits crochetés noirs représentent les marges d'erreur. Bon, je vous l'ai montré déjà, le graphique. Les points représentent les scores obtenus par les candidats à l'issue du scrutin. Quand les points sont verts, les résultats rentrent dans les fourchettes du score des instituts de sondage. Non, par contre, arrêtez de faire vert et rouge comme couleur de référence, mettez-nous jaune et bleu, pensez aux daltoniens. S'ils sont orange, alors ce sont les scores. Pas vert rouge, pas vert bleu orange, pas vert rouge orange, juste. Tu vois, tu fais bleu jaune marron. Bleu jaune marron, normalement, on peut pas trop se planter.
Mais ne foutez pas du vert et du rouge. Bref, cette visualisation montre que le score obtenu par Jean-Luc Mélenchon à l'issue du premier tour de la présidentielle est beaucoup plus élevé que les intentions de vote qui lui étaient attribuées le vendredi 8 avril. Avec 21,95% des suffrages, le score du député des Bouches-du-Rhône dépasse largement dépasse la marge d'erreur de 2,96 points, autant dire 3 points. L'effet inverse se constate pour Éric Zemmour, qui a remporté 7,05% des suffrages exprimés au premier tour, soit 0,46 points de moins que la limite basse de sa marge d'erreur. Donc il est en dessous de sa marge d'erreur. De même que pour Valérie Pécresse, mais avec un plus grand écart, avec 4,78% des suffrages à l'issue pas de remboursement, quoi, le SUM. La candidate des Républicains a réalisé un score inférieur de 2,44 points à la marge d'erreur. Bon, c'est bon, ça on a vu, on sait lire le graphique. Comment expliquer de telles différences ? Voilà, j'aimerais qu'on y arrive. Pour le sondeur Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut Ipsos, partenaire de France Info, ce phénomène s'expliquerait notamment par le recours... Oui, donc ça doit être IFOP qui les a attaqués, s'ils sont clients d'Ipsos. Ce phénomène s'expliquerait notamment par le recours massif au vote utile. Cela a eu pour conséquence de déplacer des soutiens d'Éric Zemmour vers Marine Le Pen, de Valérie Pécresse vers Emmanuel Macron et de Yannick Jadot et Anne Hidalgo vers Jean-Luc Mélenchon, poursuit-il. D'après lui, la participation plus importante que prévue a pu bénéficier à Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une mobilisation d'abstentionnistes qui a bénéficié à Jean-Luc Mélenchon. 30% des électeurs qui se sont décidés au dernier moment ont voté pour lui. Ouais. Mathieu Gallard reconnaît qu'il reste malgré tout difficile de comprendre l'écart entre les résultats du candidat de la France Insoumise et les dernières intentions de vote publiées avant le week-end. Un biais se serait-il glissé dans les enquêtes d'opinion ? C'est une hypothèse qu'avance Vincent Tibéri. Alors c'est marrant parce que moi on m'a dit ça se prononce Tibéri. Et ça s'écrit Tiberge. Et tout à l'heure, j'ai entendu Fabien Escalona, je sais plus si c'était Fabien Escalona ou Manuel Cervera Marzal, qui l'a prononcé Tiberge. Faudrait l'inviter un jour pour être fixé. Faudrait que je l'invite pour qu'on parle de politique, là. Bref, qu'il me dise comment se prononce son nom. Ce professeur des universités à Sciences Po Bordeaux pointe du doigt le dernier sondage d'Ipsos publié dans Le Monde vendredi 8 avril. Je vais vous le montrer, Vincent Tibéri, parce que je le cite souvent et je vous le montre jamais. Je le garde jalousement comme une source très intéressante. Vincent Tibéri, je vais vous le montrer, il a une bonne tête en plus. Il n'a pas publié des trucs récents, genre cette semaine, il n'y a pas un entretien avec Vincent Tibéri quelque part ? Non, hein. Ce mois-ci peut-être ? Non, hein. Sa parole se fait rare, personne va l'interroger. Alors tout le monde le cite, mais alors personne va l'interroger. Génération... Ah si, Politis est allé le voir il y a 2 mois. Très bien, écoutez ce qu'il dit, Vincent Tibéri. Puis bon, bah là vous verrez moins bien sa tête que ce que je pensais, mais parce qu'il y a un masque. Mais comme ça vous verrez enfin. Ça me fait plaisir de vous présenter Vincent Tibéri depuis tout ce temps que je vous cite Vincent Tibéri. Pendant longtemps, on était dans un système où on pouvait distinguer entre les citoyens compétents et les incompétents. Là, on renvoie à Agaxi, on renvoie à Bourdieu, on renvoie à Converse. En gros, des gens... Son de gauche, sous-mixé, etc. Bon, ça va pas être très agréable à écouter, mais il est spécialiste du vote des jeunes, très intéressant sur les questions de génération, etc. Et je pense que je vais le citer dans le prochain OLG de lundi, parce qu'il aide à comprendre pas mal de choses, notamment... c'est avec lui, il fournit des explications pour comprendre pourquoi les vieux ont plus voté Macron, ceux du milieu, donc les 30-50 ans, ont plus voté Le Pen, et les jeunes cohortes ont plus voté Mélenchon. Donc je pense que je vais me servir de ces analyses lundi dans le prochain OLG. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses que je dis aujourd'hui, ne soyez pas déçus, il y a beaucoup de choses que je dis aujourd'hui que je redirai lundi dans le OLG. Vous êtes déjà 6600, c'est énorme. Je vous spoil un petit peu les thèses que je vais essayer de défendre. Mais on rajoutera des blagues si possible et des imitations pour que ça passe mieux avec des extraits. Ce sera quand même plus sympa que mon monologue. Voilà. Merci Zèbre Noir. Donc, on en était où ? On en était à infographie, machin. Donc on l'a vu. Qu'est-ce qu'il dit Vincent Tibéri sur le biais qui se serait glissé dans les enquêtes d'opinion ? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce bon Vincent ? Il dit, il s'agit d'une enquête menée sur un très large panel de 10 000 personnes avec des marges d'erreur très réduites, de seulement 1 point. Et pourtant, le score qui était donné à Jean-Luc Mélenchon, entre 16,6 et 18,4, reste très inférieur au résultat du candidat insoumis. Remarque-t-il. Dès lors, on peut se demander s'il n'y a pas un biais. Pour le chercheur, une explication pourrait être à chercher du côté des méthodes d'enquête utilisées par les sondeurs pour questionner les électeurs.
Les instituts de sondage ont tendance à préférer les questionnaires par internet, moins coûteux à réaliser, aux enquêtes en face à face, au domicile des sondés ou par téléphone. Or, il a été démontré que les sondages par internet surestiment le vote en faveur de la droite et l'extrême droite. Vincent Tibéri rappelle ainsi le précédent des élections régionales de juin 2021, pour lequel les sondages avaient surestimé le score du Rassemblement national de 4 à 9 points, ça je l'ai beaucoup cité avant pour vous encourager, en vous disant, à l'époque je vous disais, j'espérais que Marine Le Pen était sous-évaluée. J'espérais ça à cause de ça. Marine Le Pen, en l'occurrence, n'était pas sous-évaluée, c'était Jean-Luc Mélenchon qui l'était, mais je pensais que Marine Le Pen était surévaluée, c'est ça que je voulais dire, je pensais que Marine Le Pen était surévaluée et Mélenchon sous-évalué, et que donc c'était jouable. En fait, Marine Le Pen était évaluée correctement, et Jean-Luc Mélenchon était par contre en effet sous-évalué. Donc en juin 2021, pour lesquels les sondages avaient surestimé en Occitanie, dit-il, les enquêtes d'opinion donnaient le RN et la liste de gauche de Carole Delga au coude à coude. Finalement, la socialiste a devancé l'extrême droite de près de 24 points. Explique le chercheur en sociologie électorale. Un argument qui pourrait donner raison à la France insoumise, le parti mené par Jean-Luc Mélenchon, s'était déjà plaint au cours de la campagne électorale de sondages ne prenant pas suffisamment en compte le vote populaire. Mais Mathieu Gallard rappelle que le leader des insoumis a profité de la bonne dynamique que les sondages lui ont donnée avant le scrutin. Oui, non, ça invalide pas la critique. Ça invalide pas la critique de dire que les méthodes de sondage invisibilisent un peu le vote populaire parce que par définition, et ça s'est prouvé, le vote populaire est un vote plus indécis, un vote dont on ne sait pas jusqu'au dernier moment s'il va être mobilisé, vers où il va aller, etc. Et c'est vrai ça. Mais Mathieu Gallard, il dit c'est peut-être vrai, mais en tout cas ça l'a bien arrangé qu'on fasse des sondages parce que bon, il a profité du vote utile. Hein. C'est pas une réponse ça, Mathieu Gallard. C'est pas une réponse. Ce report de voix n'aurait-il pas été encore plus important si les dernières enquêtes d'opinion avaient prédit ce score serré avec Marine Le Pen ? C'est une hypothèse qu'avance Vincent Tibéri. Un vote Mélenchon à 21% dans les sondages aurait probablement eu un effet encore plus mobilisateur. Alors ça vous fait bader ou pas ? Si on avait donné Mélenchon à 1 point derrière Marine Le Pen dans les sondages, vous pensez pas qu'il y aurait une encore plus grosse mobilisation ? Franchement. Que des gens qui ont finalement voté pour Yannick Jadot, qui ont voté pour Fabien Roussel. Je vais pas engueuler ceux de Poutou et d'Artaud, parce que ceux-là, franchement, ils ont pas été très nombreux. Bon, voilà. Mais les autres, ils seraient peut-être bougé le cul. Donc allez, on peut rager là, sur les sondages. Voilà, le seum est total. Merci Vincent Tibéri de nous avoir donné une nouvelle raison de rager. C'est gentil. Bref... Honnêtement, je pense qu'on a fait le plein. Je sais pas. Reste en plus cette histoire de gens qui n'étaient pas sur les listes, etc. Ça, on verra un peu plus tard. Bon, et du côté de Macron, moi je vous avais dit que tout allait bien pour lui. En effet, tout allait bien pour lui. Comme il l'avait prévu, Emmanuel Macron a réussi à s'imposer au premier tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Le président sortant veut à présent créer une grande coalition autour de sa personne et de son projet, sans rien concéder ni remettre en question. C'est un article qui date d'aujourd'hui, d'Hélène Salvi, et Hélène Salvi qui suit la majorité et l'exécutif pour Mediapart. C'est le scénario qu'Emmanuel Macron a patiemment installé. Ça, Hélène Salvi n'en démord pas. Pour elle, Macron a installé ce duel. Voilà. Extrême droite, Macron appelle à éteindre les braises sur lesquelles il a soufflé. C'est l'analyse d'Hélène Salvi il y a quelques jours encore. Et je pense qu'elle a très raison et que je vais le lire plus tard moi pour l'article et que je vais le lire moi plus tard pour le OLG. Elle va me rappeler à mon avis d'autres trucs que j'ai peut-être oubliés dans comment il a installé l'extrême droite dans cette position-là, qui fait que le total score de l'extrême droite n'a jamais été aussi élevé. Merci le barrage, merci Emmanuel Macron. Donc le scénario qu'Emmanuel Macron a patiemment installé et qui s'est finalement réalisé dimanche 10 avril dans les proportions qu'il espérait. Au terme d'une campagne anesthésiée, le président sortant s'est qualifié pour le second tour de la présidentielle. Quand je vous dis que les jeux sont faussés, déjà l'autre il est président sortant. Hein. Il a la guerre en Ukraine, il a machin, il est président sortant. Il a une parole qui n'a pas été traitée à égalité de celle de tous les autres dans les médias, évidemment. Il a refusé le débat. Et ensuite il a des médias et des grands médias... bon, bref. Bref, le jeu était inégal, mais on a fait de notre mieux. Bref, on arrête avec le seum. Le président sortant s'est qualifié, c'est plus encore l'écart qu'il a mis dans la gueule à Marine Le Pen, c'est plus qu'il y a 5 ans, ce que ses soutiens n'ont pas manqué de souligner en vantant le bilan de l'exécutif, en défendant le nouveau projet de leur champion.
C'est avec le sourire que ce dernier s'est exprimé vers 22h après les autres candidats. Face à ses soutiens réunis porte de Versailles, à Paris, Emmanuel Macron a d'abord remercié tous les compatriotes qui ont voté pour lui dès le premier tour. Leur confiance, votre confiance, m'honore, m'oblige et m'engage, a-t-il affirmé. Le président sortant aurait pu commencer son discours sur la catastrophe que constitue l'arrivée de l'extrême droite au second tour pour la deuxième fois consécutive, mais il a préféré éviter le sujet. Regardez le discours de Jacques Chirac le soir du premier tour du 21 avril. Il est là, c'est une catastrophe, etc. Lui, il est là, je suis content, franchement, ça s'est bien passé. Mais il a préféré éviter le sujet, donc, car celui qui avait assuré au soir de sa victoire en 2017, et ça je me souviens de cette phrase, vouloir tout faire pour que plus personne n'ait aucune raison de voter pour les extrêmes. Il s'est finalement employé à installer un nouveau face-à-face avec Marine Le Pen. Dimanche soir, il a fait applaudir les 10 perdants du premier tour. Les mêmes dont il s'enorgueillissait quelques jours plus tôt dans Le Parisien de n'avoir jamais prononcé le nom. Ce n'est pas du tout du mépris, au contraire, c'est plutôt malin de ma part, avait-il alors affirmé, très content de lui, après avoir cité 5 fois Marine Le Pen, remerciant les candidats et candidates qui ont d'ores et déjà appelé à voter pour lui le 24 avril, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Yannick Jadot. Emmanuel Macron a ensuite invité chaque citoyen à le rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite, et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et que je respecte. Je sais que c'est le choix fait par Jean-Luc Mélenchon, a-t-il ajouté, soulignant la clarté du chef de file de la France Insoumise pour faire barrage à l'extrême droite. Sur LCI, Marlène Schiappa s'est-elle aussi adressée aux électeurs et électrices de Jean-Luc Mélenchon. Nous pouvons nous retrouver sur des valeurs, sur la question des droits des femmes, sur la question des droits humains, du droit d'asile, a-t-elle lancé. Dans son discours, le président sortant ne s'est engagé sur rien de précis, aucune concession, aucune inflexion, aucune nuance. À peine a-t-il dit que, dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui le veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau, afin de bâtir avec eux une action commune. Comment, avec qui, sur quelle base, impossible de le savoir. Dimanche soir, ses proches se contentaient de se féliciter des résultats. Si Emmanuel Macron est volontairement resté très flou, c'est pour attendre de voir comment chacun va se positionner dans les prochains jours. Mais en réalité, le projet de la majorité est tracé depuis un moment déjà. Il consiste, comme l'a expliqué le politologue Florent Gougou, à reconfigurer le champ politique en créant un parti unique de gouvernement face à l'extrême droite et la gauche radicale. Le président sortant veut en effet poursuivre ce qu'il qualifie depuis 2017 de dépassement, c'est-à-dire couper les deux bords de l'omelette. L'expression était beaucoup utilisée en 2017, couper les deux bords de l'omelette. Tu prends le bloc centriste, bourgeois, gauche-droite de gouvernement, tous ceux qui veulent gouverner, et on essaie de faire une synthèse de ça, une synthèse de droite, hein, évidemment, et voilà. Et on coupe les deux bords de l'omelette, la gauche, qui veut pas de ça, et l'extrême droite, qui a un autre projet pour la France. C'est pourquoi j'appelle celles et ceux de la social-démocratie au gaullisme, en passant par les écologistes, qui nous ont pas encore rejoints, à le faire, avait-il indiqué le 2 avril. Car depuis le début, nous n'avons qu'un parti, c'est notre pays, notre volonté d'agir, de porter nos valeurs, mais ce sera aussi dans la méthode, entendre davantage la minorité, permettre que la minorité comprenne davantage la majorité. Donc un parti unique, hein, sinon c'est bien ça le parti unique, ça sonne bien. On fait un parti unique avec deux oppositions qu'on rend minoritaires complètement, inaudibles, qui n'accèdent jamais au pouvoir. On fait tout pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir, dans la campagne, on use tous les moyens possibles, médiatiques, institutionnels, voilà. Et c'est toujours le même parti qu'on reconduit à chaque fois. C'est pas mal ça comme idée. Un parti unique. Alors dedans, il y a des gens un peu de gauche, un peu de droite, mais il y en a qu'un de parti. Ça vous rappelle pas, normalement, la démocratie, c'est pas le conflit, l'alternance, la respiration, les contre-pouvoirs ? Non. Plus maintenant, plus pour les bourgeois qui n'ont pas le temps, parce qu'il faut que ça tourne, parce que la machine économique doit se mettre en branle, hein, ils doivent vous mettre au travail, rappelez-vous. Bref, flippant. L'entourage du chef de l'État phosphore depuis plusieurs mois sur l'idée d'une grande coalition au sein de laquelle fusionnerait l'ensemble des composantes de la majorité, dont La République En Marche, le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et qui pourrait aussi recueillir des députés LR ou PS sur quelques accords ponctuels.
Si le président de la République est réélu, ce sera quasi impossible d'avoir une majorité en juin. Le paysage politique est bien trop émietté au niveau national comme local. Il faut donc réfléchir à une coalition de projets, anticiper l'un de ses conseillers dès octobre 2021 dans la perspective des législatives, ce que je vous rappelle, ce que je vous raconte ici aussi depuis longtemps. En tout état de cause, Emmanuel Macron ne se remettra pas en question. Il reste persuadé que le projet qu'il porte, son allongement de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans et sa réforme du revenu de solidarité active, doit être appliqué. Et c'est ce qu'il compte défendre dans l'entre-deux tours. À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention et le vote extrême, je veux les convaincre, dans les jours à venir, que notre projet répond plus solidement que celui de l'extrême droite à leurs peurs et aux défis du temps, a-t-il affirmé dimanche soir. Pour ce faire, les équipes de LREM comptent poursuivre la stratégie qu'elles ont esquissée au dernier jour de la campagne du premier tour, démonter le projet de Marine Le Pen, qui s'érige en candidate des oubliés de la politique, de la casse sociale du chef d'État, mais sans aller sur le terrain de la morale. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Ah non, c'est pas Macron. On va pas aller sur ce terrain-là qui n'a jamais vraiment fonctionné et qui est même un peu condescendant. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire quoi, pas aller sur le terrain de la morale ? Ça veut dire qu'on ne va pas crier au fascisme, on ne va pas appeler le bloc néofasciste fasciste. Ça, pour eux, ça n'est plus ce que propose le Rassemblement National. Alors là, je vous renvoie à ce que disait Nona Meyer aussi sur les plateaux de Mediapart. Pour Nona Meyer et pour quelques autres observateurs et observatrices du programme de Marine Le Pen, on est toujours sur un programme d'extrême droite, il n'y a aucun doute. C'est une reformulation moderne des grands principes de l'extrême droite, intégrés dans le cadre de la République avec les modernités que ça suppose aussi en termes communicationnels, etc. Mais on reprend pour l'essentiel du squelette de tout ce qu'ont toujours fait les partis d'extrême droite, les partis fascistes, etc. Mais modernisés. Mais il ne faut plus appeler ça le bloc néofasciste, il ne faut plus appeler ça du fascisme, du néofascisme. En tout cas, Emmanuel Macron s'y refuse. Donc on ne va pas aller sur le terrain de la morale, c'est ça que ça veut dire, on va pas dire c'est l'extrême droite, Marine Le Pen porte toujours un projet d'extrême droite. Non, on va arrêter ça. C'est Sacha Houlié qui dit ça. Tirant les leçons, donc vous voyez, on continue à acter la dédiabolisation en faisant ça. Enfin, on continue. L'exécutif va continuer d'acter la dédiabolisation. Tirant les leçons d'une campagne de premier tour jugée trop distante par les militantes et les militants, le président sortant entend multiplier les déplacements dans les 15 prochains jours. Il sera lundi dans les Hauts-de-France. Il faut faire campagne, point, tranchait l'un de ses proches, dimanche soir, assurant, comme Emmanuel Macron avant lui, que rien n'est joué. Une formule répétée à l'envi par les partisans du président sortant, dont beaucoup estiment toutefois, au regard du résultat de dimanche soir, que le second tour est plié en leur faveur. Et voilà, ils ont même pas peur. Alors on en a vu d'autres pas avoir peur et se dire que c'était plié, hein. Donc moi j'ai quand même un peu peur. Ce qui nous amène à la question du vote utile. Est-ce que vous allez voter utile pour empêcher Marine Le Pen, qui est une version, en effet, moderne des néofascistes, d'arriver au pouvoir ? Est-ce que vous allez voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen ? Premier tour on choisit, deuxième tour on élimine. Là on avait éliminé dès le premier tour, hein, pourtant. Vote blanc. On va refaire un sondage après. Là, ce qu'on va faire, c'est pareil, petite pause. On va regarder, parce qu'il y en a un qui a... On va regarder Serge Fonvert. Les enseignements du premier tour. Serge Fonvert, qui, depuis son fond vert, va nous raconter, lui, les enseignements du premier tour. Voilà. Parce que je crois que c'est comme ça que j'avais appelé première leçon du scrutin, enseignement du premier tour, c'est pareil. J'ai fait exprès de donner un nom complètement nul à mon stream, mais c'est parce que c'est nul l'exercice là qu'on a à faire, de devoir faire les premières leçons du scrutin, ou les enseignements du premier tour, comme dit Serge Fonvert. Donc, on va écouter un peu Serge Fonvert, et je vais arrêter de l'appeler comme ça, Serge Fauvert, de Blast, qui lui aussi fait son petit édito, hein, c'est un genre de ouvrez les guillemets avec moins de blagues, concrètement ça ressemble beaucoup, donc on va regarder ce qu'il en raconte, comme ça moi je peux me fumer une clope tranquillou, et on en parle juste après, à voir si on est d'accord, pas d'accord, et s'il répète juste des trucs qu'on a déjà dit, ou s'il a d'autres points de vue sur la question. Les enseignements du premier tour de l'élection présidentielle. C'est le sommaire de ce numéro 25 de la guerre du trône. Le 24 avril verra donc rejouer le match Macron-Le Pen. Pour autant, il serait faux de conclure à une banale répétition de 2017.
D'abord parce que cette fois, Marine Le Pen peut l'emporter. Entre les électeurs d'Éric Zemmour, ceux de Nicolas Dupont-Aignan ou encore les amis d'Éric Ciotti, la candidate du Rassemblement national compte de solides réserves de voix, auxquelles s'ajouteront fatalement des suffrages venus de la gauche, tant la détestation d'Emmanuel Macron l'emporte sur toute autre considération. Mais si 2022 n'est pas la répétition de 2017, c'est surtout parce que la structuration de l'offre politique est désormais tripartite. À eux trois, Macron, Le Pen et Mélenchon représentent les 3/4 de l'électorat. 3 blocs. Celui de la droite néolibérale, celui de l'extrême droite et celui de la gauche de rupture. Le reste n'existe plus. La gauche d'accompagnement, dans ses variantes socialistes ou écologistes, est morte. Avec ses 1,74%, Anne Hidalgo consacre les funérailles du PS. En recueillant 4,58% des voix, Yannick Jadot démontre que la question cruciale du climat et de la biodiversité mérite mieux qu'un conglomérat de chapelles sectaires et d'égos boursouflés pour l'incarner. Quant à Fabien Roussel, qui se targuait d'exprimer un vote de conviction... Tu vois là, je suis pas d'accord hein, sur égo boursouflé, machin, c'est pas ça, on en a parlé, je trouve que c'est un peu rapide comme explication. Je préfère les explications plus structurelles, plus institutionnelles, quoi. Enfin plus qui prennent en compte plutôt le poids des institutions sur le comportement des agents une fois plongés dans ces... Enfin bon, bref. Conviction, c'est un constat de faillite qui s'impose. Pour assurer la survie de sa petite boutique aux législatives, il a empêché la seule force populaire de rupture d'accéder au second tour. Car les 500 000 voix et quelques qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour passer devant Marine Le Pen sont à rechercher parmi les 800 000 voix qui se sont portées sur le candidat communiste. 800 000 voix qui n'auront servi à rien, si ce n'est à contribuer à la défaite. De tous les candidats, ce sont Hidalgo. Alors lui, il a le seum, hein. Lui, il est vénère. Je crois qu'il a écrit ça. Le matin vénère, quoi. Il s'est dit, allez, je m'en fous, j'ai pas le temps, là, je les aligne tous, quoi. Jadot et Roussel qui ont eu les mots les plus durs contre Mélenchon. Il y avait certainement 1000 raisons de détester le candidat de l'Union populaire, 1000 raisons de redouter qu'il ne prenne davantage de poids. Mais ne pas se rendre compte qu'hier, Mélenchon représentait la possibilité pour le mouvement social de se recomposer sans errer 5 années supplémentaires dans le labyrinthe du macronisme, c'est une faute impardonnable. La politique n'est pas un procès en béatification, on n'élit pas un saint, on choisit un camp et on s'efforce de le faire gagner. Certains ont préféré leur petit commerce et la défaite à l'intérêt général. La droite historique ne se porte pas mieux, Valérie Pécresse l'a reconnu sans détour. Contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes. Alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine. Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Le parti LR vit ses dernières heures. La moitié des effectifs porte son regard vers Marine Le Pen, l'autre se ralliera à Emmanuel Macron. C'est Chirac qu'on enterre une deuxième fois. Quant à Zemmour, on peut dire que la... On a rien à foutre par contre, on enterre Chirac. La baudruche médiatique s'est dégonflée. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus, alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale et peut-être aussi simplement par ma faute. J'ai bien des désaccords. Oh là là, ça j'ai pas écouté ça, par ma faute. Ouais, alors le traitement qui t'a été réservé, espèce de connard, c'est quand même prime time tous les soirs. Hein. Donc mollo. Pour des mecs sur qui t'as braqué un fusil à Millipol, je trouve que les journalistes ont été bien sympas avec toi de pas dire la grosse merde que t'étais et de continuer à t'inviter sur les plateaux. Avec Marine Le Pen, je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Avec 7% des voix, le président de Reconquête revient à son point de départ. Le projet de fédérer les droites derrière lui s'évanouit. Au mieux, Éric Zemmour peut prétendre jouer les supplétifs de Marine Le Pen. Mais pour ce qui est d'entrer à l'Assemblée nationale, c'est une autre paire de manches.
Marine Le Pen n'a aucun intérêt à conclure des alliances avec celui qui lui a servi de paratonnerre tout au long de la campagne. Par le jeu des institutions de la Ve République, Jean-Luc Mélenchon se retrouve maintenant en situation de faiseur de roi. Marine Le Pen compte sur les insoumis pour faire la différence. Les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Emmanuel Macron n'est pas en reste dans la démagogie sirupeuse. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte. Je sais que c'est le choix fait, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses, afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. Il veut inventer quelque chose de nouveau, mais que ne l'a-t-il fait pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler? Le refrain est usé jusqu'à la corde. Au lendemain du mouvement des Gilets jaunes, déjà, tout devait changer. Au sortir de la pandémie, plus rien. Ce qui est marrant, c'est il nous a fait le coup de l'ancien monde, et lui il était le nouveau monde, machin, et aujourd'hui il veut juste faire une grande maison où il ramène tous les tocards, tous les cassos, là, les Rebsamen, les Eric Woerth, tous les vieux gars qui ont déjà gouverné, en fait il les refout, il nous les recycle dans son nouveau packaging nul, mais je veux dire c'est fini le nouveau monde quoi. Là on a bien compris, c'est le bloc bourgeois avec les vieux qui ont toujours gouverné, qui veulent toujours gouverner, et c'est vrai qu'ils tentent plus le truc du nouveau monde et de l'ancien monde. Hein. Mais bon, à l'époque, on vous disait que c'était une arnaque. Hein. On vous disait que c'était un vieux dans un corps de 40 ans. Mais bon, ils nous écoutent jamais. Rien ne devait être pareil. Qui peut prêter crédit à pareil bonimenteur? Du côté de Jean-Luc Mélenchon, la consigne est claire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Les batailles arrivent devant vous. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Comment le candidat de l'Union populaire n'appelle pas à voter Macron? Sursauteront quelques bons esprits. Chacun fera bien ce qu'il voudra. Disons simplement que celui qui a nourri la bête pendant 5 ans depuis l'Élysée peut difficilement incarner le rempart de la République, surtout aux yeux de ceux à qui l'on a déjà fait le coup, il y a 5 ans. Gageons néanmoins que les injonctions à faire barrage vont aller crescendo, avec leur cortège de leçons de morale, leçons qui n'ont jamais dissuadé le moindre vote en faveur de l'extrême droite, comme les 40 dernières années l'ont montré. Le bonapartisme institutionnel de la Ve République met en péril la paix civile. Peut-on continuer indéfiniment à voir tous les pouvoirs être confisqués par un homme ou une femme qui ne représente qu'un quart de l'électorat? Faut-il vraiment attendre que l'extrême droite arrive au pouvoir pour se convaincre de l'urgence de passer à un autre modèle de représentation? Si vous avez aimé cette chronique, Un autre modèle de représentation. Eh ben oui, je suis d'accord, je suis d'accord sur la conclusion, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il parle pas des luttes là. Nous on va parler des luttes lundi aussi, et puis on va parler de la jeunesse aussi, je pense. La jeunesse qui a été à la hauteur, je trouve, de la situation.
La jeunesse à qui il convient maintenant de passer le flambeau, afin qu'à son tour elle pousse ce rocher de Sisyphe, etc., etc. On veut, au moins on a des modèles maintenant, vous voyez à gauche. On n'est pas perdu. On sait que faut faire mieux, mais on va apprendre du vieux. On a appris du vieux, il y a une génération entière qui a appris du vieux là. Et oui. Les modèles vocaux, ouais. On sait qu'il faut imiter dans les... On sait comment on fait un bon meeting. On sait ce que c'est, on a appris, on a regardé le vieux. Et c'est fou parce que le vieux lui-même a appris en regardant d'autres gens. Et c'est une vraie passation de pouvoir, quoi. Il a appris au PS, hein, d'ailleurs, aussi largement à faire les grands meetings, les machins et tout. Premier vote pour moi à 18 ans, bah oui, bah bravo. J'espère que t'as voté pour le vieux. Bon, dernière question. Oui, j'ai vu le titre de Libé, présidentielle, Roussel se viande. Dernière question. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au second tour ? Luc Bronner s'est posé la question pour Le Monde. Le Pen, c'est dangereux. Dans l'électorat de Mélenchon, les interrogations et les certitudes du second tour. Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'on pense ? C'est nous, l'électorat de Mélenchon. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser ? Qu'est-ce qui se dit déjà ? Qu'est-ce qu'ils disent les autres ? Comment ça discute ? Moi, je sais qu'on a pas mal discuté hier soir aussi de qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on s'abstient ? Mais pas une voix pour Madame Le Pen. Souvenez-vous. Il y a déjà des trucs cultes, en fait, dans le truc. Tu vois ce génie, le pas une voix pour Madame Le Pen et le fameux « faites mieux ». Faites mieux, ça va rester, ça. C'est une phrase qui va rester dans le champ politique longtemps. On se souviendra du « faites mieux » de Mélenchon. J'en suis persuadé. Faites mieux, c'est incroyable. Ouais. Bon. Vous voulez Le Pen ? Eh ben, on va vous la donner. Comme ça, en 2027, ce sera Mélenchon. Ce sont ceux qui parlent le plus fort, avec le plus de ressentiment, de colère, de rage parfois. Après avoir voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle dimanche 20 avril, ces électeurs voteront pour Marine Le Pen au second tour avec l'espoir de faire tomber Emmanuel Macron, le président sortant, le 24 avril. Quoi ? Mais ils sont nettement minoritaires. Mais ils sont nettement minoritaires parmi les soutiens du candidat de l'Union populaire plébiscité dans les bureaux de vote de Creil, ville populaire de l'Oise, 35 800 habitants, tout ça, passant de 34% des suffrages. Jean-Luc, il a un Creil avec Jean-Luc, 34% il avait fait en 2017, là il a fait 56 en 2022. Je pense que le fait que Macron soit plus clairement identifié, je pense que c'est le vote Macron qui a dû baisser dans des endroits comme ça. Une large majorité annonce qu'elle votera Macron au second tour. Un nombre important choisira l'abstention ou le vote blanc. Et une poignée glissera donc un bulletin de vote en faveur de la candidate du Rassemblement national. J'ai voté Mélenchon cette année, j'avais voté Macron en 2017, mais plus jamais, il nous prend pour des bouses, il est très très à droite, explique ainsi une conseillère municipale socialiste en demandant à rester anonyme. Marine Le Pen, elle dit pas que des conneries. L'autre fois, je l'ai écouté dans... Mais les socialistes, ils sont perdus ! L'autre fois, je l'ai écoutée dans l'émission Touche pas à mon poste. Merci Cyril Hanouna. Elle était pas mal. Je préfère voter pour elle que pour Macron. Putain, il y en a, ils sont perdus. Katir Wasti, ingénieur en informatique de 47 ans, a aussi voté Mélenchon. Comme en 2012, comme en 2017 et comme en 2027, espère-t-il. C'est le candidat le plus raisonnable, celui qui réfléchit le mieux à l'avenir, aux questions de fond, pour nos enfants, pour le pays, pour la planète aussi. Le reste de la gauche lui apparaît trop tiède, qu'il s'agisse des retraites, du nucléaire ou des inégalités. Regardez, on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses pour les écoles ou pour les pauvres, mais quand il y a eu le Covid, on a trouvé des centaines de milliards d'euros pour financer les entreprises. C'est vrai. Au second tour, son choix se portera sur Marine Le Pen, par calcul politique assumé. Non mais attendez, c'est-à-dire que l'article, en gros, dit que c'est une infime minorité, mais angle tout là-dessus. Je commence à comprendre où on va là. À chaque fois, on nous ressort le même scénario du second tour. Face à l'extrême droite, il faudrait qu'on vote tous la même chose pour un candidat supposé nous défendre. On peut pas continuer comme ça. Si elle est élue, au moins on verra qu'elle ne défend pas les travailleurs, les ouvriers, qu'elle veut la retraite à 65 ans, qu'elle défend les riches. Comme ça, dans 5 ans, c'est Mélenchon qui gagne. C'est ça que vous nous passez ? C'est ce genre de génie que vous nous passez c'est malhonnête, il me semble. Ouais. Non mais surtout que, en plus, le journaliste commence en se sentant obligé de dire ils sont une minorité, mais on va parler d'eux. Ouais, ok, c'est ton angle. Bah, c'est bizarre de choisir cet angle-là, moi je dis. Surtout que le titre de l'article, Le Pen c'est dangereux, les interrogations et les certitudes. Tu vois, c'est un titre très vague. Ou alors, tu le dis dans ton papier, tu le dis dans ton titre. Ces électeurs de Mélenchon qui voteront Marine Le Pen. Et là, on comprend que c'est ça le titre du papier. C'est ça le but du papier.
que c'est très particulier. Mais bon, continuons, mais enfin bon, même s'ils parlent d'autres choses après, là pour l'instant on est à près de la moitié de l'article qui leur donne la parole à eux, alors que c'est une minorité. Ouais, on est à la moitié de l'article. Bon, si ce niveau de colère et de stratégie existe incontestablement, il demeure rare. Le rejet viscéral de l'extrême droite continue de l'emporter, merci. En tout cas dans ces terres où beaucoup d'électeurs sont issus de l'immigration. Un second quinquennat d'Emmanuel Macron ne crée aucune attente, aucun espoir, mais Marine Le Pen reste perçue comme un danger. Mamoudou Diamé, 27 ans, commercial, reconverti dans le trading, donc ok, l'autre moitié va être ceux qui vont pas voter Marine Le Pen, quoi. Trop sympa. Donc un tiers. T'énerve pas, écoute, y a de quoi s'énerver. Qu'est-ce qu'il dit, Mamoudou Diamé ? Il dit sans hésitation, Le Pen a un discours radical, je n'en veux pas, il va voter Macron. Romane et Anaëlle Orphin, étudiantes de 22 et 18 ans, voteront Macron contre l'idéologie de l'extrême droite, explique la plus âgée. Masinuka Inzozi, 72 ans, routier à la retraite, préfère un second quinquennat du président sortant. J'avais voté pour lui en 2017, j'ai été déçu, mais Le Pen, non. Mariem Bellage, 32 ans, agente d'escale, s'était abstenue au second tour en 2017. Cette fois-ci, elle votera Macron. Le Pen, c'est dangereux. Myriam Ben Salem, étudiante voilée de 18 ans, emploie des mots similaires. Le Pen veut interdire le voile dans l'espace public, je n'ai aucun doute sur le fait que Macron soit le moins pire des deux. Hossein Boualfaya, employé à la Poste de 49 ans, se désole des inégalités et des discriminations. On vit dans une ville sinistrée, tellement d'usines ont fermé, plus personne ne gagne assez d'argent pour payer des impôts. La liberté, l'égalité, la fraternité, on n'y croit plus, sauf la fraternité, mais la fraternité entre les pauvres. Mélenchon, lui au moins, il parle au peuple, contrairement à Macron. Mais voter blanc servira Le Pen, donc non. Roudjedji Camara, 37 ans, employé dans un supermarché, une vie de galère et de petits boulots à droite à gauche, demandera son avis à sa fille de 16 ans. Celle-ci l'a convaincu de voter Mélenchon au premier tour. La jeunesse ! Bravo la jeunesse qui a convaincu ses parents. La politique, j'en suis trop éloigné. Elle voudra sans doute que je vote Macron. Les débats sur... Les meilleurs parents, ça. Les meilleurs parents, ceux qui écoutent leurs enfants. Les débats sur la meilleure stratégie pour le second tour traversent parfois les familles elles-mêmes. Nathalie, la mère de 52 ans, Frédéric, le fils de 26 ans, sont venus ensemble au bureau de vote et ont voté tous les deux pour Mélenchon. La première, auxiliaire de vie, choisira Macron au second tour parce qu'on ne sait pas ce qu'elle risque de faire si elle gagne. Le second, électricien, votera blanc comme en 2017. Aucun des deux ne me convient, c'est tout. Le refus de choisir entre les deux candidats témoigne de la fracture entre une fraction de l'électorat populaire et le président sortant. Après 5 ans d'exercice du pouvoir. Jean-Paul Bachelet, 68 ans par exemple, ouvrier retraité, 1400 € de pension mensuelle après 44 années de cotisation. Il a fait du pouvoir d'achat l'objet de toutes ses inquiétudes et de sa colère contre le président candidat. Il avait voté Macron en 2017, il fera très certainement le choix d'un vote blanc le 24 avril. C'est le président des riches. Je ne veux pas voter pour lui, je ne veux pas de l'extrême droite, mais je ne veux pas continuer avec le même président. Consultant en droit du travail, X, 45 ans, habitant Creil depuis 14 ans, réclame un strict anonymat. Parce qu'exprimer mes opinions publiquement pourrait me gêner dans mon métier. Il avait voté Macron en 2017, il venait de la gauche, je me suis dit qu'on pouvait essayer. Il y a vraiment des cocus du macronisme, hein. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Hein. Des gens qui se disaient, voilà, il est peut-être un peu de gauche, on va essayer ça. C'est terrible, j'ai trop de la peine... Comment ces gens se sont fait rouler et comment l'autre s'en bat les couilles, quoi. Par conviction et pour parti, pour exprimer un vote utile, il va faire quoi ? Oui, il a fini par voter. L'étude détaillée des programmes et des discours l'a conduit à voter Mélenchon au premier tour. Par conviction et pour parti pour exprimer un vote utile. Au second, ce sera blanc ou abstention. Le Front républicain, je n'y crois plus. Macron a eu une façon de gouverner autoritaire, brutale. Sa centralisation du pouvoir me déplaît. Pendant le Covid, il nous a infantilisés et dans le même temps, il n'a pas cessé de passer par des conseils de défense pour décider de tout. Et je ne veux pas voter pour ça. Certains attendent pour se prononcer, ils écouteront... Et là, tu vois, ça c'est aussi le travail de Jean-Luc Mélenchon et de la campagne de l'Union populaire. Quand il dit « il n'a pas cessé de passer par des conseils de défense pour décider de tout », ça c'est les arguments de la France insoumise, qui l'ont martelé partout où ils pouvaient aller, sur BFM, dans les meetings, partout. Les conseils de défense, l'argument de Macron gouverne en petit comité restreint, dans le secret, de manière autoritaire. Cet argument, il est passé, il a été entendu et il a contribué à créer de la conscience politique dans les classes populaires. C'est beau de voir ça, de le voir retrouvé derrière, après, exprimé par des électeurs. Certains attendent pour se prononcer, ils écouteront leurs familles, leurs amis et les hommes et femmes politiques qu'ils respectent. En 2017, j'avais voté blanc.
c'est pas bien non plus. Je vais réfléchir encore, note Véronique Perru, agente technique de 54 ans. Nisrine Tantan, ou Tantan, étudiante en psychologie de 20 ans, a choisi Mélenchon le samedi 9 avril, quelques heures avant le scrutin, après avoir longuement hésité avec Poutou et Lassalle, après tout, pourquoi pas. Je me suis dit que c'est lui qui défendait le mieux la jeunesse. Au second tour, le vote blanc est le plus probable, mais elle réfléchira jusqu'à la dernière minute. De la nature des débats de l'entre-deux tours dépendra aussi la couleur du camp vainqueur sur les écrans de télévision, dimanche 24 avril à 20h. On va la voir le débat, 2h30 traditionnellement, c'est des débats assez longs, 2h, 2h30. 2h30 de débat, Macron-Le Pen, on va regarder ça. On va tous regarder ça, et peut-être qu'on se décidera que maintenant. En tout cas, vous, pourquoi vous décidez ? Et merci, je vois que voilà, il y a des gens qui me disent toi aussi t'as contribué à politiser, etc. Je sais, tout à l'heure, pendant qu'on écoutait un truc, je regardais Twitter, j'ai des DM qui vont dans le sens. Je réponds à personne dans les DM sur les gens que je suis pas, parce que j'ai pas le temps, sinon je passerai ma journée à répondre à des gens et tout. Mais je lis en général, je lis sans avoir le temps, sans prendre le temps de répondre. Mais ça me touche aussi quand vous venez me dire que j'ai contribué à un vote Mélenchon de plus ou deux, c'est toujours ça de prix. Ou même à politiser, à vous apprendre, parce que nous c'est pour ça aussi, de la même manière que, comme l'Union Populaire, comme ce que je disais sur les qualités de pédagogue de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire nous, ce qu'on veut vous donner, c'est pas... c'est l'autonomie en fait. Ce qu'on veut vous donner, c'est de l'autonomie pour pouvoir analyser quand vous vous faites avoir. Donc évidemment, des fois même, on va pas être d'accord. Vous avez peut-être des valeurs qui sont différentes des miennes sur un certain nombre de trucs. Je sais pas, je pense qu'il y a des trucs, il y a plein de gens qui m'écoutent mais qui sont pas d'accord avec moi sur le nucléaire. Moi, j'avoue, le nucléaire, je m'en branle. Il y en a, ils trouvent ça formidable, et il y en a, ils sont complètement opposés. Donc ils m'écoutent, il y a qu'à pas écouter mon avis là-dessus, mais vous savez bien que sur d'autres sujets, je suis peut-être un peu plus pertinent. Et moi, ce que je veux, c'est que vous ayez de quoi, et c'est pour ça qu'on lit des articles ici, vous ayez de quoi avoir vous-même après votre esprit critique. Et même si ce que je dis a des limites, vous savez très bien que ça n'est que ce que je dis, et que je suis prescripteur que dans la mesure où vous choisissez de trouver raisonnable ce que je dis. Et c'est pour ça que ici j'argumente. J'argumente longuement pendant des heures ici, avec des articles, que le lundi, dans Ouvrez les guillemets, tout ce qu'on dit, c'est sourcé. On invoque quand même assez souvent des chercheurs qui étudient le vote, le machin, ou je sais pas, même le travail, l'économie, le droit du travail, les mouvements sociaux, l'histoire de la gauche, l'histoire de notre camp, du camp populaire. Bon, on essaie d'argumenter, et puis les portraits pour Blast, c'est pareil, c'est de l'éducation populaire. Après, vous en faites ce que vous voulez, nous, on vous donne notre avis. Mais après, vous avez aussi les moyens de pas être d'accord avec nous. Je sais que je suis suivi aussi par des communistes qui disent que Georges Marchais, on tape complètement à côté, alors que d'habitude, ce qu'on dit, c'est intéressant. Bah, libre à vous. Nous, on donne des éléments. Vous faites ce que vous voulez derrière. Donc, nous, c'est ce qu'on va de toute façon continuer à faire pendant les années à venir. Évidemment. En attendant... Je ferai la conclusion, ce sera la conclusion aussi d'OLG. Mine de rien, OLG, c'est les années Macron. Et si on est reparti pour d'autres années Macron, je vois pas pourquoi on vous abandonnerait en cours de route, que ce soit avec OLG ou avec autre chose. On va trouver. Bon, alors, vous faites quoi ? Macron, Le Pen Vous faites quoi au deuxième tour ? Je sais plus comment je l'avais formulé tout à l'heure. Je vous mets pas de choix Le Pen, j'ai dit Macron-Le Pen, mais pas une voix pour Marine Le Pen, voilà, pour Madame Le Pen. Là, oui, des fois je donne quand même des consignes. Si vous voulez être bien de gauche, vous voulez bien être de gauche by the book, vous savez au moins ici que c'est pas le camp des confus, normalement, et que vous avez plutôt au moins une boussole de gauche. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais on essaye au moins d'incarner ce truc-là, même si on veut pouvoir être audible par des écolos, par des communistes, par des insoumis, voire même des socialistes repentis, sait-on jamais, ou même des anards, des gens qui ne croient pas dans le système électoral, ou des révolutionnaires. Mais vous savez qu'ici, bon, c'est quand même la gauche. Nous-mêmes, on a une boussole de choses qui nous orientent, et nous, c'est l'histoire de la gauche. Donc, pas une voix pour Madame Le Pen. Donc, Macron, je propose Macron, blanc ou nul, que je mets dans la même catégorie, ou alors, je ne sais pas. Voilà, vous avez 1 minute pour me dire ce que vous comptez faire, ou me dire que vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Je comparerai aux résultats, bien qu'on puisse pas exactement comparer. Ça y est, le sondage est lancé, il est dans le chat. Je comparerai avec le résultat que j'ai eu en début de stream. En début de stream, je vous ai demandé, mais j'ai pas mis de case « je sais pas ».
Donc vous avez été 33% à me dire que vous voteriez, vous alliez voter le Macron, et j'avais 7% de gens qui disaient qu'ils allaient voter blanc ou nul. Voilà. Pourquoi le chat est en sub-only? J'imagine que c'est pour des histoires de modération. Devait y avoir trop de trous de balles à un moment. Et on est quand même 6700. Plus on est nombreux, plus il y a de chances que ce soit un peu le sbeul dans le chat, qu'il y ait des fachos ou je ne sais quoi. Donc c'est peut-être pour ça que le chat de temps en temps, ma gentille équipe de modération, qui sait que j'ai pas de patience pour les trous de balles, se charge de faire redescendre un peu la pression, l'anglais. Hein? Voilà, donc merci évidemment aux équipes de chat, aux équipes de modération qui me permettent de tenir ces streams aussi dans des conditions à peu près sécures, non seulement pour la qualité des débats dans le chat, mais aussi pour moi, pour que j'ai la tête à ça, parce que moi je suis capable de m'énerver sur le chat et répondre et tout derrière. Faut pas que je réponde, vaut mieux que je le vois pas, et c'est grâce à cette équipe-là, voilà, Vince par exemple, mais d'autres aussi, que je vois pas les pires horreurs, et que du coup je peux faire ce stream aussi sans moi perdre des points de santé mentale à chaque fois. Donc blanc, nul, 48%, 27% de je ne sais pas, et 25% pour Macron. On refera le même sondage la semaine prochaine, je pense. On verra. Moi, je vais vous dire, hein, honnêtement, alors déjà, le je ne sais pas doit aussi venir du fait que on n'a pas encore beaucoup d'estimations. Bon, on sait qu'elles sont serrées, hein. Mais moi, j'ai vu des 49-51, comme j'ai vu des 45-55. Et je vous avoue que la dernière fois, j'ai pas voté Macron. L'écart était tel que je me suis dit qu'il n'avait pas besoin de ma voix, de toute façon. Et j'ai pas encouragé non plus les gens à le faire. Et voilà. Bon. Par contre, la question peut être différente cette fois-ci. Est-ce que il n'y a pas besoin de ma voix pour que Marine Le Pen n'accède pas à la présidence de la République, n'accède pas au poste de chef des armées, n'accède pas au droit de dissoudre l'Assemblée nationale quand ça lui chante, n'accède pas, quand bien même elle n'aurait pas de majorité à l'Assemblée, là je vous donne juste ce qu'elle pourrait faire, même sans majorité, n'accède pas au privilège de pouvoir lancer de grandes allocutions présidentielles, n'accède pas à la télé en direct, n'accède pas à la possibilité d'occuper les médias tout le temps pour pouvoir imposer son agenda dans ses discours, etc. En gros, je ne veux pas de Marine Le Pen comme présidente. Et je reste persuadé que ce serait pire qu'Emmanuel Macron. Voilà, c'est l'extrême droite. Voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui dit moi je suis militaire, si elle arrive au pouvoir, je démissionne. C'est plus le même pays, c'est plus exactement le même pays. La France bourgeoise, versaillaise, etc., on la connaît. Elle pue du cul, hein. Il y a des ponts avec l'extrême droite, etc., mais c'est la France bourgeoise. C'est ce que c'est Macron, hein. C'est la France bourgeoise. La France de Vichy, on la connaît aussi. C'est celle de Marine Le Pen. C'est la mort de la République. C'est-à-dire que c'est la mort de quelques-uns des droits fondamentaux qui nous restent encore. De l'État social, évidemment, même si elle dit le contraire. C'est la fin des droits que nous reconnaissons entre nous. C'est la fin des droits que nous accordons à ceux qui viennent chercher asile ici. C'est le début d'une discrimination entre nous. Je sais pas, vous connaissez pas des étrangers, vous ? On vit avec des étrangers, en permanence. Alors elle, quand elle parle d'étrangers, ses électeurs voient les Noirs, les Arabes, pas les Saoudiens, je sais pas, les Maghrébins, les Maliens, les Syriens, etc. Mais vous savez, on vit avec des étrangers tout le temps. C'est pas seulement les réfugiés, c'est pas seulement les... je sais pas, vous connaissez pas quelqu'un qui est marié avec quelqu'un d'autre, etc. Quelqu'un qui est pas du pays, machin, mais qui vit quand même en France, et qui travaille en France, etc. On est entouré d'étrangers. Et là, on rentrerait dans un régime où il y aurait les citoyens de premier ordre et les citoyens de deuxième ordre qui auraient plus accès à un certain nombre de tout un tas de choses, dont le système de santé d'ailleurs, hein. Donc qui seraient plus malades que les autres, plus pauvres que les autres, plus exclus que les autres, du logement, du machin. Cette espèce de France dégueulasse, quoi. Voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ma copine. Mais plein de gens ont une copine étrangère, une maman étrangère. Beaucoup de connaissances d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, etc. Ben oui. C'est ça, hein, la préférence nationale. Mes voisins sont anglais, mais oui.
Ma future femme, me dit quelqu'un dans le chat. Je crois que c'est toi déjà qui es militaire aussi. T'es militaire et ta future femme est étrangère. Ça joue peut-être dans ton rejet de Marine Le Pen. La plupart de mes amis, pensez aux étudiants, vous en côtoyez. Si vous avez fait des études supérieures, vous avez sans doute dû côtoyer aussi des étudiants étrangers et voir ce que ça vous a apporté vous-même d'avoir des camarades étrangers. Mais vous imaginez, vous croyez qu'ils vont venir dans notre pays étudier et donc transmettre aussi ce qu'on a de beau à transmettre, nos valeurs, notre culture, certains des trucs dont on peut quand même être fier dans ce pays. Vous imaginez qu'ils vont continuer à revenir, ces étrangers-là, si Marine Le Pen passe au pouvoir ? C'est un autre pays, c'est un pays rabougri, c'est un pays mesquin, petit, raciste, et on entérinerait ça dans des lois, dans la Constitution, etc. La droite versaillaise bourgeoise reprend un peu nos grands principes et les tord. Elle va les péter. Elle va les péter, les grands principes. Elle va dire c'est fini ces grands principes, c'est fini les droits de l'homme. C'est du droit de l'homisme, etc., etc. C'est plus le même pays. Donc moi je le dis comme je le sens, je le dis comme je le vois. Pas une voix pour Madame Le Pen, et il n'est pas impossible que j'aille voter contre ce changement de nature du pays, ce changement de régime. Voilà, sur cette bonne ambiance, on va se quitter. Et qu'est-ce qu'on pourrait aller vers où là ? Dany Heraz qui était... il y a Clément Viktorovitch aussi, on discute des résultats du premier tour. Et il y a Dany Heraz. Bon, je crois que je vous ai envoyé chez Dany Heraz la dernière fois. Pour la première fois, je vais raider Clément Viktorovitch. Allez. En plus, il débriefe le premier tour, c'est un chercheur. C'est pile ce qu'on aime, c'est pile les gens qu'on a envie d'entendre aussi, nous aider à prendre un peu de recul. On a eu beaucoup d'émotions fortes, beaucoup d'émotions. Donc maintenant, on va essayer de donner... un petit peu de recul critique. Je sais pas si Clément va nous y aider, mais on va partir regarder ce qu'il nous propose. Hop. Le raid, c'est par où déjà ? Voilà, Klemovic. Moi-même, je vais écouter un peu ce qu'il raconte, parce que ça m'intéresse de voir aussi. Je lui ai pas parlé encore depuis les résultats. J'ai parlé un peu avec Antoine Bristiel aussi. Et pareil, c'est des chercheurs où je pense que, pareil, je vais lire leur prochain papier, on va réfléchir tous ensemble à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est joué, et il y aura un peu de ça, à mon avis, dans le prochain ouvrez les guillemets. Je pense que je vais faire un entretien avec Antoine Bristiel et avec Vincent Tibéri. Et le problème, c'est toujours pareil, les chercheurs en sciences politiques, il y a une domination des mecs, il y a un nombre de mecs, tous les noms connus, même Mediapart a fait un plateau avec des chercheurs en sciences politiques, c'est que des mecs, ils ont fait un plateau de mecs, ils se sont excusés, mais en vrai c'est un champ dans lequel, vous savez, les meufs elles vont s'intéresser, si elles font des sciences politiques, elles vont être conduites à s'intéresser à des sujets plus mineurs, etc. Et plus aller chercher sur la sociologie, l'intime, le vote et l'intime, ou alors des marges, la sociologie du vote féminin, du vote LGBT, du vote ceci, des minorités. Et les hommes vont prendre le champ institutionnel, le champ sérieux, le vote, les grands partis, la gauche, la droite, les grandes questions, et ils vont laisser du coup aux meufs les miettes autour. Et donc du coup, nous, vu qu'on s'intéresse surtout à ces trucs-là, c'est vrai que du coup, souvent les chercheurs qu'on va trouver, c'est surtout des mecs. Et j'en suis navré, mais c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. Oui, il y avait Anne-Cécile Douillet sur Mediapart, c'est vrai aussi. Nona Meyer, évidemment, sur l'extrême droite. Je l'ai cité tout à l'heure, Nona Meyer. Allez, je vous envoie chez Clément Viktorovitch. Et je vous souhaite une très bonne soirée. La contradiction, justement, mais par contre, je pense que ça n'avait pas sa place. Attends, ça a marché je pense que le raid ? Oui. Incroyable. Usul qui a raid.